Oh, ça brasse, mesdames et messieurs, à quelques secondes d'enregistrer cette introduction. Dominique Ducharme a été relevé de ses fonctions comme coach du Canadien de Montréal et je veux dire, je cherche pas les liens, mais la personne que je reçois au podcast aujourd'hui est un coach, puis on va parler également de ses aspirations, puis comme quoi les coachs francophones dans le circuit pro sont très au courant, évidemment, ils sont pas épais qu'à Montréal, le coach a besoin d'être francophone. Et je dis pas qu'Éric, évidemment, va pas monter tout de suite remplacer Dominique Ducharme dans la Ligue nationale, mais que potentiellement, éventuellement, qui sait, il va peut-être se frayer un chemin jusqu'au grand club. Bref, je suis encore sous l'émotion, là, je viens d'apprendre, là, ça, littéralement, il y a quelques instants, que Dominique Ducharme, au moment d'enregistrer ses lignes, je répète, a été renvoyé. Et d'ailleurs, ce qui amène à la date d'enregistrement de l'épisode. L'épisode est assez récent. Souvent, ça peut faire quelques mois. C'est arrivé des fois que c'était des épisodes qu'on avait enregistrés il y a 1 an. Mais l'épisode a été enregistré le 8 février 2022. Et on est présentement le 9 février 2022 au moment d'enregistrer. Parce que oui, les épisodes sont d'avance sur Patreon. Vous ne saviez pas? Si vous êtes dans le commun des mortels, les épisodes sont 2 semaines d'avance sur le Patreon. Il y a également des tirages à chaque mois. Il y a des petits bonus là, qui s'en viennent, comme par exemple le document de draft de Chucky Pellerino qui est sur le Patreon. Donc bref, c'est pour ça, si vous vous demandez pourquoi les intros sont enregistrés autant d'avance, c'est parce que les épisodes sont disponibles pour les férus, les membres Patreon, les meilleurs, au patreon.com/DresselTape. Il n'est jamais trop tard pour embarquer dans le club. Molson, salut les vrais! Aucun rapport. Alors, on a eu, désolé pour Dominique Ducharme, très, très plate nouvelle pour lui. Cela dit, plein de bonnes nouvelles qui sont arrivées, par exemple, hier. Et je parle, évidemment, vous les avez vues comme moi, mais les nouvelles mesures de déconfinement, et particulièrement celles qui touchent les salles de spectacle, qui évidemment, étaient un peu relié à mon métier, qui est un petit peu pris en otage, malheureusement, dans la situation actuelle. Bref, bonne nouvelle, les salles Réo, vous l'avez vu, déconfinement à 50% et éventuellement à 100%. Et la bonne nouvelle TVA, souvenez-vous de la bonne nouvelle TVA, c'est que on va être déconfiné et on va être à capacité à 100% pour mon spectacle du 1er avril 2022 à la salle Fenplast. Et on va pouvoir, comme les 2 shows que j'ai fait avant Noël, novembre et décembre, être full capacity, full pin à 100%. Ça a été un blast. Et là, j'ai encore du nouveau matériel sur lequel je travaille, que j'ai rajouté. Donc, des nouvelles tunes, nouvelles jokes, nouveaux malaises à la salle Fenplast le 1er avril 2022. davidbocage.com pour qu'on s'y voit en personne. Donc, bonne nouvelle, on se croise les doigts pour que tout se passe bien et que ça soit encore le cas. Rendu là? Hein? Pas le fun? Avez-vous recommencé vos ligues de garage? Non, mais tu sais, pas plate. Donc, on vient à l'épisode d'aujourd'hui. Éric Bélanger, que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Super sympathique, vous allez le voir. On a déjà un simili-lien. Et vous allez l'apprendre en débutant le podcast. Je répète, enregistré le 8 février 2022. Voici Éric Bélanger. DresselTape avec David Bocage. Éric Bélanger, ou comme les boys l'appellent, Belly! Exact. Comment ça va, Éric? Ça va bien, toi? Ben oui, écoute, on vient juste de se rencontrer il y a quelques secondes, le temps de setup l'affaire. Déjà, tu m'envoies une balle courbe. Peux-tu, parce que moi, comme certains savent, je suis humoriste. T'as de l'humoriste dans la famille que tu viens de m'apprendre? Ben oui, Pierre-Luc Pomerleau est mon cousin. Sa mère est ma marraine, la sœur de ma mère. Donc, c'est sûr qu'on a eu une enfance où on s'est côtoyé beaucoup. Il habitait sur le Manfred-Magog, donc on allait là souvent dans nos journées de congé sur le bord du lac se baigner. Donc, on se voit pas assez souvent. Tout le monde a leur vie, ça va vite, mais c'est des gens là qu'on a été très très proches. Puis on aimerait ça les voir plus souvent, mais je suis fier de ce qu'ils sont devenus toute la famille. Puis Pierre-Luc, fait son bout de chemin comme humoriste, puis j'aime vraiment ça. Je suis allé le voir en show, puis il est très, très bon. Il fait des bonnes imitations, puis honnêtement, j'aime où ce qu'il est rendu. J'aime voir ce qu'il fait sur Internet, puis je suis bien content pour lui. Es-tu déjà allé te voir jouer, Pierre-Luc? Non, ça n'a jamais donné, parce que tu sais, j'ai joué une bonne partie de ma carrière dans l'Ouest, puis lui, je pense qu'il commençait dans ce temps-là où il étudiait à l'école de l'humour et tout, mais j'ai pas joué si
si souvent que ça contre le Canadien. Donc, non, il a jamais réussi à venir à un de mes matchs, mais je suis pas mal sûr qu'il a déjà vu jeter quelques séquences ici et là dans ma carrière, je suis sûr. À l'époque, les Canadiens, à l'époque où les équipes de l'Est et de l'Ouest s'affrontaient pas à chaque année, ce qui est quand même... Non, c'est ça. Des fois, on venait à Montréal seulement une fois 2 ans. Hey, c'est bizarre. Puis à un moment donné, il fallait que je mette une limite sur les billets parce que je faisais pas des millions à cette époque-là, fait que ça pouvait pas me coûter 25 000 de billets pour le monde. Donc, je réservais ça à la famille vraiment proche. Ouais, c'était les gars québécois, chaque fois qu'ils viennent à Montréal, ils racontent comme ça leur coûte un bras juste réserver une loge pour toute la famille. Exact. C'est des matchs le match à Montréal, il est moins payant, là. Tu passes faut que tu mettes de l'argent sur le tableau, faut que tu payes les billets, faut que tu payes le souper avec ton monde la veille ou au bar si tu restes couché. Fait que non, tu joues gratuitement pas mal les games à Montréal. C'est drôle que tu parles de famille parce que c'est la première fois que je te rencontre toi, mais je me suis rappelé avant qu'on fasse le podcast qu'en fait j'ai rencontré ton frère. OK. Luc, si je ne m'abuse, qui, contrairement à toi, n'est pas attaquant, mais bien gardien de but. Et surtout professeur de maths, si je me souviens bien, c'est ça? Mon frère, il étudie en géographie-histoire, il est prof d'édu puis anglais. Ah, OK, bon. Donc, je me souviens qu'il était à Nicolet, donc je suis rendu à côté de lui à Trois-Rivières. Mon grand frère Luc a quand même eu une carrière junior majeure comme gardien, 2 années professionnelles. On a un petit frère qui s'appelle Simon, lui aussi, probablement le plus talentueux de la famille, mais peut-être que ça y a tenté moins de faire les sacrifices qu'il aurait dû faire pour percer. Mais il réussit très bien dans la vie aussi. Mais oui, Luc, mon premier but dans le junior majeur, à l'âge de 16 ans, c'était contre lui. Mais non! À Sherbrooke, puis il joue pour les Faucons. Moi, on vient de Sherbrooke, puis c'était la 2e ou la 3e de l'année. Ça a été mon premier but dans les juniors majeurs du Québec contre mon frère. C'est une histoire qui est restée pas mal en haut de la liste, je te dirais. Tes parents étaient-ils au match? Oui, puis ils étaient assis dans le milieu, puis ils savaient pas trop pour qui prendre, là, mais... C'est toujours plus difficile pour des parents, un gardien de but, je crois. Le gardien de but, c'est toujours lui qui est le dernier à faire les arrêts. Fait que les erreurs sont plus amplifiées quand c'est un gardien, mais ça a été... c'était pas drôle sur le coup pour lui, mais il s'est fait taquiner toute sa vie. On en entend encore parler souvent. Est-ce qu'avant la game, tu t'es dit, c'est sûr, je score contre lui? Tu connaissais toutes ses faiblesses? Tu le connaissais trop bien? Pas tant, parce que quand on jouait dans la rue, c'était tout le temps moi dans le net. Lui, il voulait pas être gardien de but parce qu'il trouvait ça plate. Il voulait jouer à l'avant. Fait que moi, j'aimais ça être le gardien de but. Mais le pire, c'est que ça a été un lancer. C'est un arrêt qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Fait que c'est comme c'est fait agacer encore plus, comme si ses coéquipiers lui disaient qu'il avait fait par exprès pour me laisser scorer. Tu regardes dans les estrades, il y a un parent qui rit, un parent qui pleure. Là, tu vois tes deux parents. Ça a bien été quand même. C'est drôle, tu parles comme parent de goaler parce que j'ai reçu Jean-Sébastien Giguère au podcast récemment, puis un de ses gars est gardien. Puis il me dit, le dernier avait pas le droit d'être gardien, par exemple. Puis j'étais comme... C'est drôle, tu dis ça, Jean-Sébastien, parce que les parents qui disent ça, c'est parce qu'ils disent que ça coûte trop cher, tu sais, l'équipement de goaler, mais je sais que c'est pas ça ton problème. Il dit, non, c'est pas une question d'argent. Il dit, c'est une question d'être parent de goaler. Il dit, que ça soit moi qui prenne le blâme quand moi je jouais, c'est une chose, mais il dit, comme parent, il dit, c'est insupportable, tu sais, c'est trop difficile, tu sais, comme. C'est difficile, puis tu sais, c'est la position, t'as juste 2 gardiens de but, fait que déjà là, t'as le minimum de joueurs qui peuvent jouer à cette position-là, c'est 1 par match. Ouais. Écoute, la pression est énorme, puis un gardien de but, c'est tellement important que, comme je disais, tu sais, mettons que les joueurs vont faire plusieurs erreurs en avant de lui, mais lui, s'il donne un mauvais but, mais c'est de sa faute. Il y a peut-être eu 6 erreurs avant que lui fasse la sienne, mais c'est toujours le gardien qui va avoir l'air le plus fou là-dedans. Fait que c'est vraiment une position ingrate. Ouais, complètement. Puis ton frère, Luc, en fait, je t'ai même pas dit, mais la manière que je l'ai rencontré, parce qu'à ce moment-là, je pense il enseignait de jour, puis il jouait semi-pro peut-être encore à ce moment-là. Avec nord-américaine, oui. C'est que moi, j'étais goon pour... Non, c'est pas vrai. Non, c'est que moi, c'était sur le tournage de la série Béliveau. Oui. Puis moi, dans le fond, j'avais été assistant coach d'un gars qui s'appelle Alex Dandonneau, qui s'adonne à être le frère de Mathieu Dandonneau. Qui est un de nos bons amis en passant, oui. Ah ouais, Alex ou Mathieu, ça? Mathieu, mais Alex, on le connaît, mais Mathieu, ça, il a joué avec mon frère tout son hockey mineur à Sherbrooke. OK, ouais. C'était... c'était quoi le nom de l'équipe? C'était pas les... Les Toros. C'était les Toros, les Toros de Fleurimont. Mon Dieu, wow. Puis dans le fond, Alex était le chorégraphe, Alex Dandonneau, qui est
oui, le frère de Mathieu, mais qui est le coach à André Laurando, dans la Ligue collégiale. Oui. Et qui ont gagné, je pense, le championnat plusieurs fois. Et puis, Alex a été on pourrait dire le chorégraphe de hockey. Donc, il devait recréer les scènes de telle finale de la Coupe Stanley. Puis moi, il m'avait appelé, il m'a dit, t'as encore les cheveux longs. On a besoin de quelqu'un avec les cheveux longs. Parce que, tu sais, j'étais de loin le moins bon joueur. Là, tu sais, c'était tous des gars qui avaient joué, qui jouaient encore semi-pro, qui avaient joué pro. Tu sais, ça avait pas de sens. Puis j'étais allé, puis tu sais, pour ceux qui ont fait n'importe quel tournage, tu tournes à peu près le 1/1000 du temps. Tu sais, c'est de l'attente, puis tu tournes un 15 secondes à droite, à gauche, puis ton frère, on avait jasé, tout ça. Puis je pense que t'étais peut-être encore en train de jouer à ce moment-là. Ça fait quand même un certain temps. Puis, ouais, Luc. Puis je me souviens que j'avais fait, j'avais-tu déjà le podcast à ce moment-là? Ça fait déjà longtemps. Puis, bref, puis un moment donné, il dit, ben oui, mon frère, tout ça. Puis finalement, j'avais peut-être même le numéro de ton frère dans mon cellulaire. Là, j'ai plein de flashbacks qui me reviennent, là. Mais, tout ça pour dire, super sympathique. Puis ouais, je me souviens, tu sais, c'était particulier de parler à un gars qui me raconte qu'il est prof de jour, puis qui joue semi-pro. La fin de semaine, mais que jouer semi-pro, c'est presque plus payant que d'être prof. Ce qui est un peu terrible, que, tu sais, on a pas parlé que les profs sont sous-payés, mais tu fais si bas. Je peux pas croire que ton hobby, c'est une source de revenus. Tu sais, mais bref, je trouvais ça super intéressant, mais on avait fallait qu'on joue avec des bâtons en bois, pas de curve. Des bottes avec les vieilles lames que, écoute, on avait de la misère à tourner. Les gants en cuir, c'était, en tout cas, bref, c'était toute une expérience. J'avais vu son équipement. Lui, je pense qu'il avait fait la doublure des Blackhawks de Chicago puis les Blues de Boston, en affaire comme ça. Là. Je l'avais vu. C'était sharp. Là. Il y avait le vieil équipement, les pattes brunes et tout. Là. Fait que non, ça devait être une expérience le fun. Il avait bien aimé ça, en tout cas. Ouais, écoute, t'essaieras de tirer qu'un bâton en bois. Moi, j'ai joué jusqu'à 18 ans, 19 ans avec ça. Fait que j'étais encore... mais pas de curve, là. C'est ouf. T'as un bon revers. T'as un très bon revers. Mais c'est assez particulier. Bref, commençons avec ton parcours. Toi, t'as commencé. Toi, t'es un gars qui vient de... Sherbrooke, c'est ça. Puis parce que je sais que Marc-André Bergeron, lui, vient vraiment de Trois-Rivières. Oui. Il y avait un truc. Mais t'as été... ça va trahir ton âge, mais t'as joué pour les Harfans de Beauport. D'ailleurs, Étienne Drapeau est déjà passé au podcast. Je pense que OK. Ben oui, Étienne, j'ai joué avec pour les Harfans de Beauport. Ben oui, justement. Puis toi, tu t'es promené un petit peu, tu t'es ramassé à Rimouski, où tu avais, je pense, 2 points par game. Mais je veux que tu me parles, parce que tu sais, il y a plein de monde que tu croises dans ta carrière. Quand tu es arrivé à Rimouski, tu jouais avec un gars de 16 ans qui s'appelle Vincent Le Cavalier. Et à 16 ans, Vincent Le Cavalier, pas 18, à 16 ans, pas 20, a fait 102 points en 64 games. Peux-tu me parler de Vincent Le Cavalier? Parce qu'aujourd'hui, on le connaît comme... il est au Hall of Fame? En tout cas, bref, s'il l'est pas, il va l'être. Mais Vincent Le Cavalier, à 16 ans, qui domine. Peux-tu me parler de lui, s'il te plaît? Ben, moi, quand je suis arrivé à Rimouski, ça avait été un gros échange avec les Harfans de Beauport. J'avais été échangé avec Derek Wasser. Puis je pense qu'il y avait moi, Vincent Le Cavalier, Éric Normandin, Derek Wasser, on était 4 joueurs qui ont fini la saison au-dessus de 100 points. On avait vraiment, là, on avait Matthew Sunderland, on avait une bonne équipe. Malheureusement, on avait perdu en première ronde. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, on restait en pension. Et on m'a mis avec Vincent Le Cavalier. Donc, j'ai été là 3 mois et demi dans la même maison. Elle côtoyait tous les jours. Comment que ce kid-là, à l'époque, était... Tu le voyais qu'elle allait avoir une carrière extraordinaire. Il était déjà droit. Il était très bien entouré. Il était sérieux. Il y a même des fois, je disais, mais tu as le droit de t'amuser un peu plus de temps en temps, là, tu sais... mais tu voyais que lui, son but, c'était d'être repêché premier puis de jouer dans la Ligue nationale. Puis, déjà, tu voyais que c'était un joueur d'exception. Puis, sa carrière a vraiment démontré là, que déjà, à cet âge-là, là, il allait faire partie des grands. Puis, c'est ce qu'il a fait. Quelle qualité chez un gars de 16 ans tu remarquais qui est peut-être pas typique d'un gars de cet âge-là? Ouais, sa maturité. Je veux dire, à 16 ans, là, moi, j'ai passé 4 ans avant de monter les échelons dans le coaching. Bantam, Midget Espoir, 2 ans. Midget 3, 2 ans. Fait que, j'en ai côtoyé des gars de 15, 16, 17 ans. C'est pas tout le temps mature, là. Puis, faut que tu répètes souvent. Même dans le pro, je répète trop souvent à mon goût des fois, là. Mais la maturité. Il y avait déjà une maturité d'un gars de 18, 20 ans à l'âge de 16 ans. Fait que c'est ça qui m'a marqué le plus. Donc,
toi, t'étais quand même confiant qu'il allait... Tu disais, lui, il s'en va dans les nationales, c'est sûr, là. Oh, oui, j'étais sûr. C'était sûr qu'il allait être repêché premier. C'était sûr qu'il allait avoir une belle carrière. Il joue au-dessus de 1000 matchs. Donc, c'est drôle parce oui. que je regardais ton pedigree, tu sais, t'as joué dans tellement des ligues, il y a tellement de ligues mineures pro, tu sais, que vous passez, il y en a qui n'existent plus là-dedans, la IHL, tout ça, ça n'existe plus, mais t'as joué, parlant de premier overall, t'as joué une game avec Patrick Stéphane. Ou peut-être, à Atlanta. C'était-tu Atlanta ou Vegas? Je pense que c'est Atlanta. Puis, Non, c'était-tu dans la ligne internationale? Ouais. Oui, c'est dans la ligne internationale à Long exact. Beach. Exact. Long Beach. Puis... C'est vrai, je m'en rappelais même pas. Écoute, je revenais d'une blessure, puis j'étais à Los Angeles parce que nous autres, le club école, quand j'ai commencé à ma première année dans l'organisation des Kings, c'était à Fredericton. Ouais. Puis j'étais monté en avion faire des traitements puis des choses, j'avais mal au dos. Puis on m'avait fait jouer 2 matchs parce que Long Beach, dans ce temps-là, il y avait la ligne américaine et la ligne internationale. Dans le fond, je pense que c'était-tu les Rafales ou une autre équipe qui était dans cette ligue-là. Là, les Rafales, c'était dans la ligne américaine. En tout cas, dans la ligne internationale, il y avait le club école qui était à Long Beach, à côté de Los Angeles. On m'avait fait jouer 2 matchs là-bas avant de me renvoyer à Fredericton. Puis c'est vrai, c'est là que j'ai joué avec lui. Ben oui, c'est ça. Lui, à l'époque, en plus, je pense que c'était genre son année de draft. Je pense qu'il allait être drafté. Oui. Mais il a été drafté premier au total. Puis aujourd'hui, il est connu comme étant un gros bust. Mais pour avoir reçu Brian Burke au podcast, qui avait eu le 2 puis le 3, qui avait eu les 2 Cédines, il avait essayé d'avoir 1, 2, 3. Il dit on voulait prendre Stéphane puis les 2 Cédines. Puis il dit c'est plate parce que lui, il a eu des grosses commotions. Puis sa carrière a dérapé. Mais il dit il était vraiment bon. Puis on s'entendait tous pour dire que ça allait être un top joueur. Est-ce que toi, tu te souviens de te dire, OK, ce gars-là, il est vraiment bon, tu sais? Ou... Honnêtement, là, tu viens de me le rappeler que j'avais joué avec. J'ai été là 2 matchs in and out, puis je me rappelais même pas que j'avais joué avec. Mais quand on le voyait dans ces années-là, on voyait qu'elle allait être bon, mais le passage avec lui, je me rappelle même pas qu'il était dans cette équipe-là. Non, fait ça te dit un peu où ce que j'en étais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, es-tu là ou dans une autre équipe de ligue mineure que tu as été coaché par Bruce Boudreau? Bruce, j'ai été coaché 2 années dans les mineurs à Lowell, puis à Washington dans la Ligue nationale. Donc, exact. Ouais, j'ai eu Bruce à quelques occasions. C'est quoi ton souvenir de lui, son style? Parce que maintenant que tu es coach, Bruce il y a un certain style, mais il fait quand même partie d'une catégorie select de coachs qui ont un certain nombre de victoires dans la Ligue nationale. C'était quoi son style à l'époque? Y a-t-il une différence entre quand tu l'as eu à Lowell versus à Washington? Puis toi, par rapport à toi, ton style de coach? Non. Bruce n'a pas été mon préféré. La seule affaire que je garde de souvenir de Bruce, c'est moutarde, ketchup, relish sa chemise, la cravate en dessous du zipper, il zippait ses pantalons, mais la cravate sortait des fois, la chemise à moitié, la grosse bédaine, la bouche sale. La seule affaire que je retiens le plus de Bruce Boudreau, c'est fais sûr que tu te regardes dans le miroir 100 fois avant d'aller dans le meeting parce que nous autres, là, on riait tellement de ça. Puis, tu sais, tu voyais, il était tout le temps sale. Là, t'es pas capable de focusser sur ce qu'il va dire parce que la seule affaire que t'es capable de voir, c'est sa cravate tout croche puis sa chemise est sale puis son bas de pantalon est dans ses souliers. Mais il était encore dans la Ligue nationale. Oui, peux-tu croire. Côté hockey, c'était quoi son approche côté hockey? C'était quand même un coach qui était bon avec ses joueurs. C'est pas le plus grand technicien au monde. Les X et les O, c'est pas lui qui était le meilleur. Mais était capable de nous motiver puis il était proche des gars. C'est ça sa plus grande qualité. T'sais, il était quand même humainement proche des gars. Mm-hmm. Il est arrivé à Vancouver puis ils ont une streak de 9 victoires. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait, ce gars? On dirait que, comme je te dis, moi aussi, il avait fait le documentaire 24/7, puis c'est lui à 10h du matin qui cherche pour acheter la crème glacée au centre d'achat. T'es comme, c'est pas, il est 10h du matin, il cherche la Häagen-Dazs, tu sais. T'es comme, tu penses pas à lui comme un fin renard, mais non, il est spécial, puis lui, là, je pense que, à date d'aujourd'hui, je peux me tromper, je pense que c'est lui qui a le plus de points dans l'histoire, dans la Ligue américaine. Tu sais, ça a l'air que c'était un extraordinaire talentueux, comment il était talentueux comme joueur, mais il était lâche. Puis c'est la raison pourquoi il n'avait pas joué de la Ligue nationale. Fait que tu sais, il y a beaucoup de ces affaires-là qui essayent de démontrer à ses joueurs que lui, il avait travaillé fort, ben il aurait joué dans la Ligue nationale. Fait que il peut être dur envers certains gars pour ça.
Sauf que moi, de ce que j'ai vécu à Washington, il n'était pas assez tough avec les jeunes, les Simmons, les Ovechkin, les Backstrom, les Green. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez tough avec ces gars-là, puis c'est la raison pour qu'on n'a pas gagné. Mm-hmm. Alors, on va revenir plus tard, justement, on va parler de la série. Toi, tu étais là, la série contre Montréal. On va y revenir. Mais juste pour continuer chronologiquement, c'est ça, parce que pour ceux qui savent pas, tu as parlé de Long Beach, tout ça. Tu as été repêché par LA. Oui. 4e ronde, si je me trompe pas, c'est ça? Exact. 96e, oui. Quand tu es repêché par Los Angeles, comme on dit au Québec, puis tu arrives là, tu sais, t'es quand même jeune. C'est comment être repêché par LA? C'est pas un marché typique de hockey, le Gretzky est plus là. Il y a Luc Robitaille, au moins, le bon Keb qui accueille tout le temps les autres Québécois, mais est-ce que c'est autant une distraction qu'on peut l'imaginer, être repêché à Los Angeles aussi jeune? Ben, écoute, moi, le repêchage, je l'ai vécu comme une déception parce que j'avais eu très bonnes saisons juniors. J'avais été invité à l'équipe Canada des moins de 18 ans pour le championnat du monde. J'avais été blessé au camp, malheureusement. Fait que, tu sais, j'avais eu beaucoup d'entrevues. J'étais classé, je pense que j'étais classé 26e overall. Puis là, je voyais des gars sortir, puis des gars sortir. Puis là, j'étais là, Simonac, j'ai eu une bien meilleure saison statistiquement parlant. Là, tu sais, j'étais pas gros. Fait que là, je me disais, dans ce temps-là, la grosseur était encore importante. Fait que, à un moment donné, là, t'es assis, bon, ben, je vais retourner à l'école. À un moment donné, tu te remets à douter de où est-ce que tu vas sortir. Puis, dès que mon nom est sorti à Los Angeles, c'était pas une équipe que j'avais rencontrée. C'était pas une équipe que je croyais sortir, mais écoute, c'était une équipe que je voyais que je pouvais faire une place éventuellement là-bas, une équipe qui était un petit peu en semi-reconstruction. Gretzky est encore là, mais il est parti l'année que j'ai été repêché, il venait de partir. Luc Robitaille, Rob Blake étaient là. Il y avait beaucoup de Québécois. Larry Robinson était le coach. Quand je suis arrivé là-bas à l'âge de 18 ans, je parlais pas bien anglais. Je peux te dire, je m'ennuyais de ma mère. Quand je suis arrivé à l'Ajax pour aller à l'hôtel, j'étais tout seul. Tu deviens autonome assez rapidement. Ouais. Ben c'est ça justement, quand t'es tombé 4e ronde, as-tu une réponse finalement à savoir pourquoi t'es tombé aussi? Ben non, pas vraiment. Tu sais, je pense que c'est vraiment ma grandeur parce que j'ai été repêché, je pesais 159 livres. Là. Okay, ouais. À 5 et 10, 5 et 11, 159 livres. Là, c'est pas très, très gros pour jouer dans la Ligue nationale. Fait que je pense que ce côté-là a fait peur à plusieurs équipes. Mais le temps a arrangé les choses, puis de ce repêchage-là, quand tu regardes toutes les statistiques de ce repêchage-là, mais je suis dans les top 10, top 12, top 15 dans toutes les catégories. Donc, ça veut dire que j'ai prouvé à tout le monde qui s'était trompé puis que j'aurais dû être repêché en première ronde. Ben oui. Tu te pointes à LA, heureusement, comme tu dis, il y a des gens qui parlent français. Lucky Luke, qui est comme le gars qui a toujours un sourire collé au visage, tout ça. Parle-moi un petit peu de Luc Robitaille, comment il t'accueille en tant que jeune Québécois. Lui-même est arrivé là en jeune Québécois qui parlait pas tant anglais pas longtemps avant, plusieurs années avant, mais quand même, comment ça se passe quand tu arrives avec Luc Robitaille? Tu sais, c'est sûr que quand je suis arrivé à ma première année, le camp d'entraînement était très, très vite. Luc Robitaille était là. Je pense que Stéphane Vizette, Yann Laperrière avait beaucoup de Québécois. J'ai été là une semaine à peu près. J'ai été redescendu junior. Mon deuxième camp d'entraînement, on m'avait mis sur un trio avec 2 vétérans. Il y avait Ross Courtnall. On se rappelle de lui là à Montréal, comment il était rapide. Donc, on m'avait mis avec 2 vétérans. Donc, je voyais que j'avais une chance de faire l'équipe parce que j'avais connu une bonne première saison dans la Ligue américaine. On a joué des matchs inter-équipes. Luc était là, puis il m'avait accueilli, puis Yann Laperrière. Puis, j'ai commencé les 2 premiers matchs avec un but de passe, puis deuxième jour, je me casse le nez. 3e jour, dans le match inter-équipe, je me casse la main. Mon camp d'entraînement était fini. Fait que là, mes chances de faire l'équipe venaient de tomber à l'eau. J'avais pris très, très durement. J'étais retourné dans les mineurs. Dans ce temps-là, on était à Springfield, puis j'ai joué seulement 33 matchs cette année-là. J'ai eu pété des dents, je me suis pété la main au camp d'entraînement. Je suis revenu, j'ai eu des problèmes de dos. Ça a été une année de misère. À la fin de la saison, j'ai eu une thrombophlébite, un caillot dans la veine qui mène au cœur. Fait que là, à un moment donné, je me suis remandoute à peu près 200 fois dans cette année-là. Je voulais tout lâcher parce que j'étais tanné. Je voulais seulement être en santé. L'année d'après, j'allais au camp d'entraînement, j'ai été rétrogradé à nouveau. Puis finalement, quand j'ai réussi à m'implanter, c'est vraiment là que ma première année dans la Ligue nationale où ce que Luc Robitaille, Yann Laperrière surtout m'a pris sous son aile. J'ai resté chez lui le premier mois et demi. Puis on était tout le temps ensemble. Il y avait Philippe Boucher, Stéphane Fizek,
On avait vraiment un bon groupe de leaders, puis les gars m'ont aidé, puis Yann Laperrière, c'est probablement la personne qui m'a aidé le plus à cette époque-là. Tu sais, c'est sûr que Luc restait plus dans le coin de Santa Monica, le Beverly Hills. Il était pas où ce que la majorité des joueurs restaient, fait qu'on se voyait moins à l'extérieur, mais sur la route, on était tout le temps ensemble. Étais-tu dans la partie plus showbiz, Luc? On l'appelait la partie du fraîchier, là, mais oui, un petit peu plus dans la crowd, comme on peut dire. Mais vous aviez pas exactement le même salaire non plus, je pense. Non, pas mal, pas pantoute. Parce que lui pouvait se payer. C'est sûr que ma première paie dans la Ligue nationale, tu la regardes, tu fais, hey, tabarouette, c'est de l'argent. Puis là, j'ai vu celle à Zygmunt Palffy puis Rob Blake à 10-12 millions dans ce temps-là qu'ils faisaient. C'était de l'argent. Là. Quand tu fais 300-400 000 par 2 semaines, là, moi, je faisais même pas ça de salaire dans l'année. Ouais, c'est ça. Puis tu penses à tes parents qui ont eu des salaires, tu sais, qui ont même pas rapport dans ces stratosphères-là. Puis tu dis, s'ils voyaient ça, ils tomberaient en bas de leur chaise. Ouais, c'était sur une autre planète. Y a-tu des trucs, justement, tu parles de, tu sais, Luc qui est à LA. Y a-tu des, tu sais, parce que c'est la capitale du showbiz, tu sais, il y a des vedettes au game. Des fois, j'imagine qu'ils se pointent dans le vestiaire après. Pourquoi Tom Hanks est là? C'est quoi le rapport? Tu sais, y a-tu des gens que tu as rencontrés, que tu t'es ramassé à être à des parties, que tu t'es dit, comment c'est ça que je suis ici, tu sais, voir? Ben, on a tellement rencontré, là, tu sais, mais Coulson était à beaucoup de nos matchs. Il y en a tellement. On avait comme un salon des femmes puis des gens qui nous attendaient après les matchs, puis ils passaient tout là. Tom Hanks, name it, là, je pourrais t'en nommer. Ils venaient dans la chambre, ils te donnaient la main, comme, tu sais, c'est des gens normaux comme tout le monde, mais c'est impressionnant, là. Tu sais, moi, j'étais encore jeune, à 21, 22 ans, de rencontrer ces personnages-là, c'est resté gravé, mais comme je te dis, j'en ai tellement rencontré qu'à un moment donné, tu te rappelles plus qui t'a rencontré, puis c'est juste une normalité pour nous autres. Ouais. Il y en a-tu que c'était comme des gens que, tu sais, parce que des fois t'en connais, oui, il est connu, il y en a-tu que tu dis, ça, moi, j'étais vraiment un fan de cette personne-là, fait que je m'en souviens vraiment quand j'ai rencontré cette personne-là ou que t'as eu la chance de parler plus? Ben, tu sais, c'est mettons Tiger Woods, là, il restait à Manhattan Beach où la majorité des joueurs restaient. On le voyait souvent. Puis, tu sais, lui, c'était un idole. Là, tu sais, moi, je tripais tout bien. À un moment donné, la première fois que je l'avais vu dans une file, je m'en allais manger mon poulet. Puis, il était juste en avant de moi dans la file. Puis, j'étais comme trop chicken pour y parler. Puis, je l'ai regretté par après, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais sur le coup, là, tu sais, je me suis dit, je le dérangerai pas. Il se fait déranger à toi 5 minutes. Là, je voulais pas faire ma groupie, mais dans le fond, j'en étais un. Là. Ouais. Donc, mais oui, lui, ça a été une belle rencontre. Jack Nicklaus, que j'ai rencontré, une personne vraiment gentille qui prend le temps de jaser. Des joueurs de baseball, on allait aux Dodgers, les joueurs des Dodgers venaient. C'était sans arrêt, là. C'est des belles rencontres. Ah oui, il devait avoir comme on dit en anglais, des perks, là, les avantages d'être un joueur des Kings quand t'es à LA. Oui. À l'occasion, oui, mais des fois, c'était non, parce qu'il y a tellement de monde qui sont plus big que des joueurs de hockey que des fois, c'est comme on s'en fout des joueurs des Kings, mais normalement, on était capable d'avoir des bonnes plugs un peu partout. Eric qui? Béla? Non, ça m'a pas. Ouais, c'est ça. Exact. Tu te connais pas, toi. Tu suis dans quel film? Non, je suis un joueur de hockey. Hockey, c'est ça. T'es déjà que c'est pas le sport américain numéro 1. Exact. Tu ramassé à aller voir des shows ou des trucs comme ça qui t'ont... Ouais, les concerts, dans le temps, Creed était un de mes bands préférés. Il avait lu dans le magazine que c'était mon band préféré. Il m'avait donné des passes VIP. Mais non. Je les ai rencontrés. J'étais allé voir un show à Vegas. C'était quoi déjà leur tune? Je sais que il me semble que le chanteur c'était très... là, je suis pas capable de le dispenser, mais à l'époque, c'était mon groupe préféré. Puis j'avais été capable de les rencontrer. Ça a été une belle découverte aussi. Là. Étiez-vous invité pas mal dans les parties showbiz de LA ou ça c'était juste Luc? Non, Luc, c'est sûr qu'il y avait plus de passe-passe lui aussi, mais tu sais, les gens pensent que parce qu'on était à Los Angeles, qu'on était sur un bar, qu'on était sur la go, mais nous, on restait à côté de la relais de pratique qui était à El Segundo, pas loin de l'aéroport. On habitait à Manhattan Beach puis à Hermosa Beach. C'était plus une vibe près de la beach. Okay. Fait que je te dirais qu'on n'allait pas si souvent que ça à Beverly Hills ou Santa Monica. T'sais, on allait à Venice, Santa Monica de temps en temps, sur Rodeo Drive assez souvent pour le magasinage, mais
il y a tellement de trafic, puis on a tellement une cédule hectique dans l'année que on sortait pas tant que ça, honnêtement. On restait vraiment dans le même coin. Puis, tu sais, moi, je le regrette dans mes 6-7 années que j'étais là-bas. Je suis jamais allé à Malibu. Tu sais, je suis même pas allé me promener à Malibu parce qu'on n'avait jamais le temps, puis j'ai pas pris le temps. Fait que, mais c'est pas ce que les gens pensent. On n'était pas sago tant que ça. Surtout parce que, tu sais, en plus, t'étais un très jeune homme. Là, fait que t'imagines. Exact. Qu'un jeune qui fait de l'argent, qui habite à LA, tu te dis, hi, ça se passe. Faut que tu restes discipliné. C'est ouais, quand tu veux faire ta place dans la Ligue nationale. Exact. Mais t'en as parlé justement. En plus, c'est drôle parce que je viens juste de recevoir un chandail. Ça, c'est direct de mon enfance. Puis je viens de le recevoir. Puis la raison pourquoi je l'ai commandé, c'est à cause de Ziggy Palffy. Mais c'est le vieux chandail des Islanders, le fameux Fisherman qui appelle. Oui. Puis après ça, il avait été échangé à LA. Mais parle-moi justement d'un gars comme Ziggy Palffy qui était un joueur des années 90 étoile. Là. Ben moi, c'est probablement avec Nicholas Backstrom puis Marian Hossa, un des plus talentueux avec qui j'ai joué, puis certainement sur l'attaque à 5, comme on appelle sur le half-wall, là, en possession de rondelle près de la rampe. Là. Aux oreilles. C'était le meilleur. C'était le meilleur que j'ai vu dans ma carrière, honnêtement. Il était incroyable, la patience qu'il avait, comment il était capable d'amener les joueurs sur lui puis faire une passe par-dessus la palette, les sauce-passe, comme on dit. Là. Mm-hmm. Il était écœurant, très, très, très talentueux. Je pense que c'est un joueur qui a été underrated toute sa carrière, comme Marian Hossa. Marian Hossa est le joueur le plus complet avec qui j'ai joué. Hey, c'est pas peu dire quand même. Là, je vais juste mentionner, peut-être tu l'oublies, mais tu as joué avec des Ovechkin. Puis ça reste que les gars qui t'ont le plus marqué sont ces genres de ce type de joueurs-là avec un genre de comment dire, comme tu dis, je pense que le mot clé c'est complet, qu'il y avait une espèce de puis tu as joué aussi, on va venir, mais tu as joué avec des Gaborik, tu as joué avec des. C'est drôle parce qu'on dirait que tu as joué avec Hossa, tu as joué avec Palffy, je pense que tu as peut-être même joué avec Demitra. Tu as comme joué avec beaucoup de bons joueurs, spécifiquement slovaques. Ouais, ben slovaques, quelques Russes, beaucoup de Québécois. C'est Luc Robitaille, Hall of Famer, tu sais. Je me rappellerai toujours que quand j'ai joué mon premier match dans la Ligue nationale, c'était au centre de Luc Robitaille puis de Zygmunt Palffy à l'aile droite. Wow. Donc, tu sais, ça commence bien une carrière dans la Ligue nationale. Puis surtout qu'on a eu une bonne soirée ce soir-là. J'ai fini le match avec un but 2 passes pour mon premier match dans la Ligue nationale. Wow. Moi, je pensais que ça allait être facile. Mais écoute, c'est sûr que j'ai été mis dans une situation gagnante. Puis c'est comme si les hockey gods, après le pain noir que j'avais mangé dans les mineurs puis toutes les blessures que j'ai eues, ben j'ai réussi à avoir un premier match dans la Ligue nationale assez exceptionnel. Mais j'imagine que ça a aidé de jouer avec des bons joueurs de même. Ouais, c'est surtout que Luc, il m'a tellement rendu à l'aise. C'était pas quelqu'un qui était stressé avant les matchs. Puis lui, c'était hey le kid, donne-moi le puck dans le slot. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai ramassé 2 passes. Luc, apparemment, c'est qui disait genre le shooting school, le Luc Robitaille shooting school, il tire tout le temps de partout, c'est ça? Luc, il disait la majorité du temps, je sais même pas je lance où. Fait que si moi je sais pas le puck va où, comment tu penses que le goaler va savoir il s'en va où? Lui, il disait tout le temps, fais juste frapper le net. Frappe le net, le kid. Hit the net, you're gonna be fine. C'était ça, Luc, là. Chaude vite puis frappe le net. Parce que ça, lui, la joke, c'est tout le temps, sa force, c'était pas son coup de patin, tu sais, à Luc. C'était pas le plus rapide, mais Christy, il t'en mettait pas nécessairement le plus fort, mais il t'en mettait tout le temps au bon endroit. Tu sais, Colin. Ben, tu sais, lui, c'était juste de voir comment il tapait son bâton, là. Il tapait son bâton tout croche. Il y avait des gaps entre les, moi, je le regardais taper son bâton puis j'angoissais parce que moi, tout était minutieusement fait, là. Je me disais, ce gars-là, il a scoré au-dessus de 500 goals dans la Ligue nationale, puis il tape son bâton en cabochon. J'en revenais pas, mais c'était Luc. Je pense que c'est une bonne image du personnage. Le gars, il est un petit peu don't worry, be happy, puis il met la poque au net. Exact. Même qu'à LA, ça c'est quand même assez drôle, surtout pour les fans canadiens, mais à un moment donné, il y a un jeune Français de 27 ans qui est arrivé. Ça te dit-tu de quoi? Cristobal Huet. Exactement. Parle-moi un peu de ce gars qui est arrivé, qui probablement parlait à la limite pas anglais, là. Ouais, ben lui avait un gros accent anglais, là, encore plus que nous autres les Québécois, mais Cristobal a vraiment fait sa place. Il était bon avec nous, puis c'était pas le typique
personnage d'un gardien de but où c'est plus réservé dans son coin et que c'est 50 000 choses que tu peux pas faire alentour d'un gardien de but. Lui, c'était one of the boys, puis il s'est vraiment bien adapté, puis j'ai adoré ça, jouer avec Cristobal. C'était un personnage le fun et à côtoyer. C'est-tu le genre de gars, parce que tu sais, lui, il arrivait, là, lui, c'est un parcours très improbable. Là, il jouait en France à 18 ans, genre 2 fois semaine. Tu sais, c'était une affaire un peu impossible là, qui s'est passé. Puis il s'est ramassé en Suisse. Puis c'est très tard qu'il a réalisé, OK, je suis rendu dans la meilleure ligue au monde. C'était un peu, tu sais, tout ça se pouvait comme pas. Puis est-ce que tu pensais à ce moment-là, quand tu l'as vu à LA, qu'un jour, il y avait ce qu'il fallait pour un jour être un All-Star? Ou tu dis... Ben, c'est sûr qu'au début, on le connaissait pas, on savait pas y arrivait de où, honnêtement, là. Mais comme je disais tantôt, il a fait sa place, il a pris confiance. Puis on voyait petit à petit que peut-être pas un All-Star, je pensais pas qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue, mais on voyait un certain potentiel. Puis lui, comme on dit souvent, les gardiens, ils se développent sur le tard. Lui, c'est vraiment le typique cas. Il s'est développé sur le tard, puis il a quand même eu une super de belle carrière dans la Ligue nationale. Mais peut-être le joueur français le plus de tous les temps, dans le fond, finalement. Pendant le lockout, tu t'es ramassé, les gars s'en allaient en Suisse, en Suède, en Russie. Tu t'es ramassé en Italie. Pourquoi l'Italie? Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs ligues en Europe où tu as une limite de joueurs importés. C'est le mot que je cherchais. Les importés, les chiffres exacts à l'époque, je m'en rappelais pas, mais je sais que en Suisse, c'était pas plus que 4-5. Fait que tu sais, c'est sûr que les meilleures ligues et les meilleures équipes ont signé des gars plus importants qu'Éric Bélanger. Fait que je me suis ramassé à un moment donné que je pense que j'avais 23 ou 24 ans à l'époque. Il fallait que je joue. Là. On avait fait la tournée McDonald's à l'entour du Québec avec Joël Bouchard à l'époque, où on se promenait, on allait passer des fins de semaine dans des endroits. Ça a été le fun, mais à un moment donné, ça prenait du hockey compétitif pour mon développement. Puis je me suis mis à chercher à l'époque avec mon agent, puis j'ai eu un offre en Italie. Mathieu Dandonneau et Stéphane Quintal étaient allés jouer aussi, puis on était amis, puis eux autres qui m'ont dit on s'en va jouer eux autres, c'était à Asiago. Moi, à Bolzano, c'était en bas de la montagne. Puis à l'époque, ils ont décidé d'avoir 4 importés. Puis j'étais allé là avec Peter Schaefer. On était trois joueurs de la Ligue nationale. Ça a été une expérience incroyable. On était tout près de l'Autriche, à 4 heures de Milan. On a quand même fait le tour de plusieurs beaux endroits là-bas. Rome, on s'est promené. Ça a été vraiment une belle expérience. Ma petite fille avait 1 an et demi à l'époque, puis on s'est ramassé à l'hôtel. Puis ça a pas été la situation familiale la plus fun, mais ça a été vraiment des beaux souvenirs quand même. Mon Dieu, merci de me rappeler Peter Schaefer et qui sort des Boulamites, qui a joué pour Ottawa et Boston, si je me souviens. Exactement. La pire curve que j'ai jamais vue de ma carrière. C'était n'importe quoi. Je pouvais même pas croire être capable de jouer avec ça. Que dans le sens qu'il était... il y avait une curve au bout, là. C'est dur à expliquer, mais c'est comme si elle curvait à gauche puis quasiment à droite au bout, là. C'était... N'importe quoi, c'était incroyable. Il y avait du talent, lui. Il y avait vraiment du talent. Puis avec le bâton qu'il jouait, il a encore eu plus mon respect quand j'ai vu ça. Imagine cette curve-là avec le tape job de la Robitaille. Non. Ouais, lui, il mettait ça de tape au bout. T'avais déjà un enfant en plus à ce moment-là. Ouais, un an et demi. Je vais être plus vieux que 23, mais en 2004, ma fille avait 1 an et demi. Ouais. Puis tu disais que tu voulais du hockey compétitif. Est-ce que c'était compétitif en Italie? À quoi ça ressemblait le calibre? Ben, honnêtement, oui, toutes les équipes ont rempli le 4 spots d'importés. Puis oui, ça a été mieux que je pensais, honnêtement. Puis Bolzano, c'était quand même une des meilleures villes dans la Ligue d'Italie. On avait un aréna de 6-7 000 places. Puis on a rempli l'aréna une couple de fois, puis c'est comme au soccer, ça crie tout le long, le monde est debout. Ah, c'est hot. Oui, ça a été quelque chose. C'est quoi ton meilleur souvenir? Tu sais, t'as quand même, tu sais, LA, c'est une chose. Pour ça, tu sais, le junior majeur, t'as connu tellement de ton meilleur souvenir de l'Italie, qui était quand même, il y a plein d'affaires que je connaissais pas, que j'ai découvert là-bas. Ben, c'est niaiseux, mais on allait à un restaurant qui était attitré à notre équipe après tous les matchs, puis la première, après le premier match, on s'en va, j'étais avec ma fille, la mère de mon ex-femme. On rentre dans le restaurant, puis il y avait Peter Schaefer, puis je pense que c'était David en tout cas, je me rappelle pas de l'autre gars. On est rentré dans le restaurant, le monde se sont levés debout, puis ils sont même nous applaudir. C'était très malaisant.
On savait pas trop ce qui se passait. Puis à toutes les fois qu'on était allé au restaurant pour le reste de l'année, ils nous applaudissaient, ils nous attendaient dans le parking. Wow. Bélanger! Non! Bélanger! Bélanger! Wow! C'était très drôle. Comme le soccer en Europe. Là. C'est vraiment des fans, là, puis ils criaient notre nom. Puis à toutes les fois qu'on touchait à rondelle, j'entendais Bélanger, Bélanger, Bélanger. Fait qu'il y a des fans de hockey en Italie. Ouais, j'étais impressionné. Il était content de nous voir là-bas. T'as-tu appris un petit peu l'italien au passage ou? Pas beaucoup, non. Qui est une langue latine, là, quand même pas si loin du français, mais. Ouais, je le sais, mais l'entraîneur, il venait de la Suisse, il parlait français, anglais, italien, mais il mélangeait un peu tout. Quand t'es revenu après le lockout, t'as fait partie. Ça c'est drôle, je parlais de ça récemment à quelqu'un, puis je me souvenais que tu faisais partie de cet échange-là, mais le fameux échange de Jack Johnson. Je sais pas si tu t'en souviens de cette affaire-là ou les gens s'en souviennent, mais Jack Johnson avait été repêché très tôt, là, je pense 3e overall par les Hurricanes, qui venait de gagner, ou qui allait gagner la coupe cette année-là, je pense, ce qui est ironique. Puis il a dit, clairement qu'il était confiant, il avait dit je n'irai pas jouer en Caroline, comme ce que certains appelleraient un Eric Lindros. Il avait dit j'irai pas dans ce marché-là. Ironiquement, l'année d'après, les Hurricanes ont gagné la coupe. Ça c'est drôle. Et tu avais été dans l'échange qui envoyait Jack Johnson à LA. Je pense qu'il y avait Oleg Tverdovski là-dedans, puis en tout cas. C'était moi, Tom Gleason, un jeune défenseur qui avait été avec les Kings. Ouais. Puis un choix 2 de repêchage. Ouais. Exact. C'était ramassé en Caroline, mais quand même drôle d'être échangé justement un petit peu comme dans l'échange d'un gars qui a même pas joué une game dans la NHL, mais qui dit déjà non, je jouerai pas en Caroline. Tu sais ça? Tu sais, moi, j'avais été repêché en 96 par les Kings. J'ai joué dans les mineurs, j'ai joué 6 ans, au-dessus de 300 matchs avec les Kings. Puis là, à un moment donné, tu sais, veut pas, c'était devenu, je venais de m'acheter une maison parce qu'à un moment donné, j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une. Mm-hmm. J'étais tanné de louer. Là, tu penses que tu vas jouer ta carrière là-bas. Tu te fais des amis, puis tu te crées une routine de vie là-bas parce que on est quand même là 8-9 mois par année. Et puis là, Andy Murray a perdu sa job, Dave Taylor a perdu sa job, ça a été Lombardi est arrivé, Mike Crawford comme coach est arrivé, puis tout a changé. Ron Extall était assistant GM à l'époque, c'est lui qui m'avait annoncé l'échange. Fait que, tu sais, je m'attendais vraiment pas à être échangé. Je venais de signer un contrat d'1 an, j'allais tomber en agent libre l'année d'après, puis là, boum, j'étais assez nausé, le téléphone sonne dans ma chambre d'hôtel, Ron Extall, il vient me voir dans ma chambre. Puis là, mais il m'annonce que je suis échangé en Caroline. Eux venaient de gagner la Coupe Stanley en 2006, l'année d'avant. OK, c'était juste après, OK. C'est ça. Puis là, ça a été vraiment un choc. Moi, je me rappelle, j'avais du monde qui travaillait chez nous dans ma maison. Je faisais faire un plancher. Puis là, ça a été, on arrête, on va à la maison, puis on s'en va. Ça a été un choc, honnêtement. Puis je suis arrivé en Caroline, puis je me demandais comment cette équipe-là avait fait pour gagner la Coupe Stanley. Le bordel était pogné dans la chambre. Les gars se battaient dans les pratiques, partaient dans l'Halloween. Là, j'étais estomaqué. Puis après une 50aine de matchs, j'avais été rééchangé parce que j'étais pas heureux là-bas. Là. J'aimais pas l'ambiance. Ça allait pas tant bien que ça avec Pileux Laviolette. Fait que j'avais demandé un échange, puis on avait exaucé mon souhait. Puis c'est là que je me suis ramassé à Nashville pour 24 heures, puis après ça à Atlanta avec Bob Hartley. Mais comment une équipe, la différence entre l'équipe qui avait gagné la Coupe en 2006 puis celle la saison suivante, est-ce qu'elle avait changé ou c'était... Non, c'est ça qui est le pire. C'était pratiquement tout le même noyau de joueurs. Les Brins d'Amour, les Whitney, les Adams, Commodore était là, Ward dans le filet. C'était pratiquement la même équipe. Fait que, tu sais, moi, je m'en allais dans une équipe qui venait de gagner la Coupe. J'étais content dans un sens parce que je me disais, on va avoir une bonne équipe, j'ai peut-être la chance de la regagner. Mais quand ils parlent souvent de cup hangover, les autres, ils l'ont eu solide. Là. Comment t'expliques ça, tu sais, de comme pourquoi ça chie à ce point-là, tu sais? Jusqu'à ce jour, j'ai pas de réponse pourquoi. À un moment donné, partir dans loin avec deux joueurs qui se battent, moi, j'ai jamais vu ça. Ça devait être des histoires de femmes, là. Colin, mais parce que je pense que quand ils ont gagné la Coupe en 2006, ils ont pas refait les séries pour genre je sais pas combien d'années. Non. Puis ça a été long là, avant qu'ils soient même compétitifs. Et cette année-là, moi, quand j'ai été échangé, j'étais allé à Nashville, puis 24 heures plus tard, je m'en allais à Atlanta parce que c'était la rivalité. Caroline Atlanta était dans la même division à l'époque.
Puis je me rappelle, il restait quelques matchs avant la fin de la saison, puis on jouait en Caroline. Puis je me rappelle, on les avait battus pour que, en les battant, il y avait plus de chance de faire les séries. Puis nous, on avait terminé premier de notre division cette année-là. Puis je me rappelle, on jouait en Caroline, j'avais marqué un but pour les éliminer. Fait que c'était comme, j'étais content de leur mettre ça d'en face. C'est drôle parce que cette année-là, c'est la fameuse année qu'Atlanta non seulement faisait série, parce que oh my god, enfin Atlanta fait série, première division. C'est-tu l'année où vous êtes allé chercher Keith Tkachuk? Oui, de Big Walt, comme on l'appelle. Big Walt. Dieu sait que Big, c'est le bon terme parce que c'était pas un gars qui aimait s'entraîner du tout. Et puis là, c'était comme OK, on booste le club. Ils sont allés chercher toi, Keith Tkachuk. Je pense que c'était l'année où Pascal Dupuis. Pascal Dupuis aussi, mais c'était l'année où il y avait eu plein de moves de deadline, genre Forsberg a joué à Nashville. Tu sais, c'était comme une année où des gars jouaient pour des équipes que tout le monde a oublié qui ont joué là. Ouais. Et vous vous rendez en série avec... vous êtes en série, c'est comme je te dis, vous aviez une bonne équipe. Ouais. On va chercher Tkachuk, on rappelle Marian Hossa, Kovalchuk, la totale. Et en série, vous avez perdu en 4 matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on a craqué. Tu sais, moi, honnêtement, j'adorais notre équipe. On avait de la grit, on avait du talent, on avait, comme tu dis, Kovalchuk, Hossa. Moi, j'étais sur un trio avec Hossa puis Kozlov, le petit Russe que j'avais joué pour les Red Wings de Détroit. Très talentueux aussi. Qui est apparemment tout un personnage aussi. Oui, c'était très intéressant. Oui, il y en avait quelques pas pires personnages. On avait Scott Mellenby, notre capitaine. On avait juste, tu sais, c'était Edberg dans le filet, puis le jeune... Lettonen, Kari Lettonen. Oui, exactement, que lui a pas vraiment répondu aux attentes, là, on va se le dire. Mm-hmm. Fait que ça nous a fait mal. Notre défensive et nos gardiens de but nous ont fait mal. Les Rangers ont bien joué. Puis on n'a pas été capable de reprendre le momentum dans cette série-là. Mais écoute, moi, j'ai adoré jouer à Atlanta. Honnêtement, il y avait un buzz dans la ville quand j'étais là. J'ai adoré cette ville-là. C'est beau. Il y a des bons restaurants. La température est le fun. Moi, j'ai adoré jouer là-bas. Mais malheureusement, il n'y a plus d'équipe. Là, mais j'ai des beaux souvenirs là-bas avec Bob. Là. J'ai adoré Bob. J'ai encore une relation avec Bob Hartley. On se parle 2-3 fois par mois encore. Parle-moi de lui comme coach. Lui, parce que tu as parlé des coachs que tu as eus avec qui tu t'entendais pas nécessairement bien. Mais Bob, tu t'entendais bien avec lui. Pourquoi tu t'entendais bien avec Bob puis pas avec les... Tu sais, c'est quoi qu'il y avait de différent des coachs? Puis tout la Villette, c'est pas que je m'entendais pas bien avec, c'est que j'avais pas vraiment de relation avec. Tu sais, lui venait de gagner la coupe avec ses joueurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que il va donner plus de cordes avec des joueurs que tu as gagné la coupe. Je ferais la même chose probablement. Ouais. Fait que c'est juste que j'ai jamais vraiment... Tu sais, je fitais pas. J'ai pas fité dans cette place-là. Puis la Villette, c'est un très bon entraîneur. Bruce, c'est juste qu'il est un petit peu farfelu à l'occasion, mais il a quand même coaché 1000 matchs en Ligue nationale. Là, il doit faire des bonnes affaires. Mais Bob, c'était... Tu sais, en étant québécois, c'est sûr que tu as tout de suite une connexion instantanée, que ce soit avec les entraîneurs ou les joueurs. Tu sais, j'ai joué pour Jacques Lemaire, Mario Tremblay, j'ai eu des bonnes relations avec eux. J'ai adoré un gars comme Dave Tippett, qui est probablement le meilleur entraîneur pour qui j'ai joué. Mais Bob, c'était facile, tu sais, c'était... À un moment donné, j'étais arrivé à une pratique, puis là, ma famille était supposée venir me rejoindre, puis là, l'avion a été cancellé, puis ça faisait un bout, puis là, j'avais une maison encore à Los Angeles, une maison à Caroline, une maison à Atlanta, puis là, je m'ennuyais de ma famille, puis il a vu que j'ai pris le téléphone dans la chambre, puis il a vu que je filais pas, il m'a fait venir dans son bureau, il dit j'embarque pas sur la glace, puis Bailey embarque pas sur la glace, il dit file pas, je vais m'en occuper. Fait que là, on a jasé, puis ça, c'est Bob, là. T'sais, il voyait que je filais pas, puis lui, le hockey était devenu secondaire. Puis il m'a vraiment aidé. J'ai eu mes meilleurs moments offensifs dans ma carrière, les 24 matchs que j'ai joués là-bas. La connexion francophone est instantanée. Bob, qui est franco-ontarien, je pense, si je me trompe pas, qui est un gars de Hawkesbury. Tu as parlé de Dave Tippett en disant que c'est le meilleur que tu as eu. Puis c'est une question qui m'intéressait, ça, parce que tu es devenu coach maintenant, puis tu vois de l'autre bord de la clôture, d'un œil de coach. Pourquoi Dave Tippett a été le meilleur coach? Ben, tu sais, je te dirais que lui et Bob, Jacques Lemaire, lui, c'est le côté tactique, là, et lui, c'était écœurant, le read de la game. Mais tu sais, Dave, c'était vraiment un player's coach. Tu sais,
ça a été probablement ma plus belle année de hockey en carrière. Parce que j'ai joué en Arizona. On avait un groupe de vétérans. Dave Tippett, c'est un coach qui aimait les vétérans. T'sais, on était beaucoup de vétérans au coin, Ryan Whitney, Derek Morris. Shane Doan. On avait Shane Doan. On avait beaucoup de vétérans. On avait Edmund Larson qui commençait dans la Ligue nationale, Carl Turris qui commençait. C'est sûr qu'un jeune joueur avec Dave Tippett, c'était plus difficile, mais c'est que tu t'en allais à l'arena puis t'avais la conscience tranquille, il jazzait, puis moi, c'est ce que j'ai retenu le plus dans mon coaching, c'est, tu sais, il y a des fois, la vérité des fois, on essaie de la cacher pour pas, faire mal aux sentiments des gars, mais ils veulent avoir la vérité, puis Dave, il était capable de dire, regarde, aujourd'hui, tu vas jouer sur telle ligne où ça va moins bien, ou la raison pourquoi je le fais, c'est ça. Fait que c'était clair, il n'y avait pas de zone grise, puis c'est ça que j'ai aimé de lui. Parce que c'est une expression qu'on entend souvent, players coach, puis je me suis toujours demandé dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de flatter les gars dans le bon sens, c'est d'être honnête. Ça veut dire quoi, players coach? Ça, je me suis toujours demandé. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de bullshit. Moi, là, j'aimais bien mieux me faire dire, OK, là, tu joueras pas sur le powerplay à soir parce que tu fais pas ce que je te demande, ou si tu veux jouer sur le powerplay, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu sais sur quel pied danser. Fait que Dave, tu sais, il n'y avait pas de bullshit. Tu arrivais dans le bureau, c'est belé, je te mets avec ces deux gars-là à soir parce que ça va moins bien, puis je vais te relancer avec eux autres. Peu importe. Tu sais, t'as pas besoin de crier tout le temps. Oui, il y a des fois qu'il faut que tu lèves le ton puis que tu brasses la soupe, là. Mais il y a une façon de le dire, puis lui était bon à le faire. Très bon communicateur. Est-ce que tu as remarqué une différence? Et toi, tu dis, j'aime ça me faire dire l'heure juste. Tu sais, apparemment, puis là, tu le vois sûrement parce que tu coaches des gars qui sont d'une génération différente de la tienne. Oh, la nouvelle génération, leur crier après, ça marche moins bien. Là. Ça a d'autres conséquences. Est-ce que tu sentais qu'un gars comme toi qui était un vétéran de ta génération versus les jeunes qui rentraient, la manière de les pousser les boutons était pas la même, peut-être? Ah, c'est pas la même chose. Vraiment pas. Tu peux dire que nous autres, là, on regardait en avant, assis sur le banc, là, tu faisais pas ça de même en regardant le coach, là. À cette heure, ils veulent tout savoir, ils veulent savoir. Moi, quand j'ai commencé, ça commençait la nouvelle génération qu'on pouvait se voir sur vidéo. Ouais. À cette heure, les gars, ils ont tous leurs matchs qui rentrent dans leur email après les games. Ils peuvent se regarder. La technologie est vraiment pas pareille. Puis, les joueurs de hockey à cette heure, ils arrivent tous avec c'est chacun leur entreprise. Chaque joueur va aller à un niveau supérieur. Ils ont leurs agents, leurs entourages. C'est ce qui est difficile parce qu'ils veulent tout savoir, ils veulent savoir pourquoi on prend telle décision. Fait que des fois, il y a beaucoup plus de décisions qu'on doit expliquer, puis ça devient beaucoup plus difficile de ce côté-là. Faut que tu sois capable d'avoir le pouls de tes joueurs, le pouls de ton équipe. Faut que tu t'encordes de très, très bons adjoints parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de déléguer. Donc, c'est beaucoup plus d'interaction personnelle que dans mon temps. Dans mon temps, je parlais pas au coach ben là. Mm-hmm. Quand j'allais voir le coach, ça allait pas bien. C'est ça, c'était jamais positif quand tu parlais. Non, à cette heure, moi, je suis quand même assez proche de la chambre. J'aime jaser avec les gars. J'aime avoir le pouls, comment ils filent. Quand j'ai des inquiétudes, je fais venir mon groupe de leadership, on jase. Comment est le mood? Comment vous vous sentez? Y a-t-il de la fatigue? Tu sais, il y a des fois, faut que tu sois capable d'en prendre et d'en laisser. Mais moi, j'aime ça jaser avec les gars. J'aime ça savoir comment ils se sentent. Comment t'aimes ça gérer justement des gars de la nouvelle génération? Est-ce que t'es comme on entend beaucoup l'autre génération qui fait mon Dieu, sont fatigants, sont narcissiques, faut tout leur expliquer, faut pas crier trop fort, ils auront plus d'estime. Est-ce que tu en même temps t'as des enfants aussi, je veux dire qui sont évidemment d'une autre génération, mais comment tu te situes à... Ben moi je reste moi-même, je vais toujours rester. La chose qu'il faut que je m'améliore le plus, c'est contrôler mes émotions, mettons, les arbitres. Je te donne un exemple, les arbitres, dans notre ligue, c'est pas le point fort. On a seulement un arbitre, on n'en a pas deux. Fait que, OK, dans East Coast, il n'y a pas deux arbitres. Exact. Fait que, déjà, qu'à deux, des fois, c'est difficile. Fait que, imagine-toi à un, rendu au calibre qu'on est. Fait que ça, moi, je perdrai jamais la personnalité que je suis à travers ça. Je vais être intense, je vais crier, puis je vais être dans la game. Tu sais, moi, crier après un arbitre, ça fait partie de, hey, mon coach est réveillé, il a dit go. Tu sais, quand ça va pas bien, il faut que je donne du gaz.
Puis souvent, je vais dire aux arbitres, là, je suis désolé, là, faut que je donne du gaz à mon équipe. Et je le sais, tu as un job à faire, peu importe, mais tu sais, quand je suis pas content, les gars, il faut qu'ils le savent. Tu sais, je suis pas en train de tout casser. Est-ce que j'ai cassé des choses, 2-3 tableaux cette année, là, il y a un bon petit coup de pied sur le tableau, puis c'est sûr que des fois, je vais me fâcher, puis je vais lever le ton. Puis les gars sont corrects. À un moment donné, là, on n'est pas en train de jouer au bingo, là. On est dans le sport professionnel, il faut performer. Puis quand je suis pas content, c'est sûr qu'il y a une façon de le dire à certaines occasions, mais à date, les gars sont très réceptifs, puis honnêtement, ça va bien. Puis ça, je ne le perdrai pas, ce feu-là, parce que mec que je perde ça, je serai plus moi-même. Ouais, c'est parfait de savoir où tu cadres dans la nouvelle réalité. Exact. On parlait d'Atlanta, on parlait des gars talentueux qui t'ont joué, des gars comme Kovalchuk, Kozlov. Kozlov, je te disais ça parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur le Russian Five, duquel il faisait partie. Puis Darren McCarty, il dit, j'ai jamais croisé un humain aussi bizarre que Kozlov. Il dit, je rentrais le matin, je disais, comment ça va? Puis il me disait, fuck you. Je disais, all right. Il disait, quel mauvais caractère inexplicable. Lui, il est arrivé à Détroit, il parlait pas anglais. Ouais. Et les gens ont dit, ouais, il va falloir que tu apprennes un petit peu l'anglais. Puis il a dit, non, Christy, le monde apprendra le russe. Mané, il a bien réalisé que personne n'apprenait le russe. Mais tu sais, c'est ce genre de mentalité-là que c'est, mon Dieu. Fait que, c'était pas le gars avec le plus d'entre-gens avec qui j'ai joué, je te dis. en bon russe qu'il était. Parlant de russe, Kovalchuk, qui était un gars qui en plus qui est venu à Montréal récemment, mais parle-moi de Kovalchuk, là, on parle de 2007. Donc, Kovalchuk qui est un score de 50 buts là, à ce moment-là. Ouais, il était un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis il était encore jeune, il y avait la ligne de je coupe les coins ronds à l'occasion. Plus que j'ai vécu avec Ovechkin puis les jeunes qu'il y avait à Washington. Bob a été tough avec. C'est aussi ce que j'ai aimé de Bob, parce que Bob, ça dérangeait pas qui tu étais. Il y avait une façon qu'on devait jouer, puis quand lui, il cadrait pas là-dedans, il y a une couple de périodes qui a passé sur le banc, il y a une couple de choses qui sont dites dans la chambre qui l'a brassé, puis je pense que ça l'a aidé, puis il y a une relation extraordinaire avec Kovalchuk encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu peux être tough avec des gars parce que, tu sais, moi souvent je vais dire, si je suis tough avec toi, c'est parce que je vois un potentiel. Donc lui, c'était ça qu'il voyait en lui. Puis Bob, il était tough avec, mais c'était tout qu'un talent en score et des goals dans les pratiques. Il l'a pas coaché même dans KHL, si je me trompe pas. Oui, je pense que oui. Bob a gagné, parce que c'est ça qu'il a fait. Il a gagné l'année passée avec à Vanguard, ouais. C'est ça qui me fascine, moi, de Bob Hartley, en plus du personnage, là, puis son bagou, puis son espèce de ton, là, il y a quelque chose, c'est, le gars, tu te dis, bon, OK, il y a un côté col bleu, tu sais, de plancher des vaches, mais rester qu'il a gagné dans chaque ligue qu'il a coaché, tu sais, je veux dire, junior majeur, ligue américaine, Coupe Stanley, Suisse, KHL, tu fais, il doit, puis là, je te parle sur, entre les années 90, 2000, 2010, tu sais, sur 3-4 décennies, je suis comme, il doit bien savoir quelque chose tu sais, c'est les relations que Bob est capable de développer, puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs. Tu sais, c'est pas tout le temps facile. Tu sais, t'as 23 joueurs à gérer, là, c'est du stock, là. Tu sais, c'est à tous les jours, faut que tu essaies d'avoir un petit peu le feeling de comment que les gars vont, quand ça va moins bien, c'est sur quel piton qu'il faut que tu pèses avec l'équipe, avec les individus personnels. Chaque gars, ils ont leur famille, ils ont leur blonde, leurs enfants, ceux qui en ont. Tu sais, Bob, là, j'ai parlé la semaine passée ou l'autre, là, il m'a appelé pour une couple d'affaires. Mais Bob, là, tu places pas 2 mots là, quand tu lui parles. Tabarnak, puis tu sais, on part là-dessus, puis Bob, c'est ça, là, tu sais, il y a tout le temps des histoires, j'étais à Dirondac. Ouais, tu iras au bord du pont, en bas à gauche. Il y a un assis de bas steakhouse, un gros, tu sais, il est comme ça avec les gars, tu sais. Fait que, quand t'as un gars de même, tu sais, puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs, c'est que moi, je le dis tout le temps, I would go through a wall for you guys. Tu sais, je traverserai un mur. Puis Bob, il était comme ça. Ouais. Voulait vraiment s'occuper de ses joueurs de la bonne façon. Il était émotif, puis il avait le cœur... Mais il y a des gars qui l'ont pas aimé, par exemple. Tu sais, moi, je sais qu'il y en a qui, tu sais, à un moment donné, tu peux pas être aimé de tout le monde. T'essayes d'être aimé par tout le monde, mais si tu t'en vas dans le coaching pour être aimé, ben oublie ça, là, t'es mieux de rester chez vous. Ceux qui l'aimaient pas, ils l'aimaient pas pour quelle raison? Ben, il pouvait être tough, le trouver trop tough, ou il cadrait pas dans ce que Bob voulait faire, puis
quand tu cadres pas dans un système de jeu, puis tu déroges pas de ça, mais soit que le joueur embarque, à un moment donné, il se fait échanger. Ah oui, je comprends. Tu vas passer de Atlanta, tu vas tomber à Jean Libre, tu vas signer à Minnesota. D'ailleurs, tu sais, c'est quand même une des fois où tu as choisi où tu allais. Tu sais, pourquoi Minnesota? Tu sais, Écoute, c'est sûr que cette année-là, j'avais eu des pourparlers avec plusieurs équipes. Je pense que c'est la journée 2 le 2 juillet ou le 3 que j'avais signé. Écoute, c'était qui les finalistes à ce moment-là que tu t'hésitais? Et si j'ai tombé à Jean Libre 2-3 fois. Cette fois-là, je m'en rappelle pas. C'était-tu Saint-Louis, San Jose? Parce que quand j'ai signé à Edmonton, c'était Chicago qui était à la fin. Mm-hmm. Mais cette fois-là, je m'en rappelle. Je pense que Saint-Louis était dans le portrait. Écoute, Minnesota, ça me parlait parce que premièrement, c'était le premier contrat à long terme que j'avais dans ma carrière, plus que 2 ans. Ouais. Fait que le fait d'être rendu une stabilité avec des enfants, un contrat de 3 ans, ça, c'était très important. Je m'en allais à un endroit où il y avait 2 bons entraîneurs québécois. C'était vraiment un système de jeu qui était cadré pour le genre de joueur que j'étais. Je suis arrivé là-bas au même avec Pierre-Marc Bouchard, avec Brian Woolston. On a eu un très, très bon trio. Il y avait Gaborik, il y avait Dimitra. On avait quand même une bonne équipe. Je sais pas si c'est toutes ces choses-là, puis j'ai adoré cette ville-là aussi. J'aimais la direction que l'équipe s'en allait à ce moment-là. Parle-moi un petit peu de Jacques Lemaire, parce que c'est de tous les coachs, puis il y en a plusieurs, là, ma mémoire fait défaut, mais beaucoup de gars qui m'ont parlé de Jacques Lemaire sur le podcast, meilleur coach que j'ai eu de ma vie. Puis souvent, il y en a qui l'ont dit, meilleur coach, son côté pédagogique, son enseignement, c'est vraiment un enseignant, là, je pense, Jacques Lemaire. Oui. Bill Guérin, récemment, je pense qu'il est allé sur Spin Chicklets, puis il comptait que ce gars-là à New Jersey, que tu sois la plus grosse star ou une rookie, si t'es pas bon à soir, tu joues pas. Tu sais, puis c'était comme, c'est le seul système qui va. Ouais. Jacques, moi, m'appelait Tipper. Hey, Tipper, comment ça va aujourd'hui, Tipper? Moi, j'avais une très, très bonne relation avec Jacques. J'étais rendu une étape dans ma carrière, j'étais établi, puis souvent on jasait. On rentrait dans le lobby, puis il disait, le Tipper, viens jaser. Fait que je m'assois dans le lobby, on jasait une demi-heure, comme les choses de la vie, mais moi, quand je jouais avec Pierre-Marc Bouchard, puis Pierre-Marc Bouchard, ça a été quand même son souffre-douleur, là. Pierre-Marc Bouchard est arrivé dans la Ligue nationale à un jeune âge, puis c'est un joueur offensif, puis moi, je m'en rappelle. Jacques, il disait toujours à Pierre-Marc, ou Pierre-Marc le savait, là, c'est 3-4 premiers chiffres en première période, s'il n'y avait pas des bons chiffres. Là, je le voyais, puis c'était comme ça. On se reverra dans la prochaine game. Il mettait ça à la 4e ligne. Oh my God. Puis Pierre-Marc, c'était terminé sa soirée. Il était tough avec. Jacques Lemaire, c'est old school. Là. Tu sais, c'est vraiment la vieille mentalité. Les recrues pratiquaient beaucoup plus que les vétérans. Il était bon avec ses vétérans, mais il connaît tellement la game, les ajustements qu'il était capable de faire, la façon qu'on jouait, d'envoyer la puck en haut. Moi, je joue ce système de jeu-là encore parce que je crois que c'est la meilleure façon de jouer en ce moment. Avec beaucoup de vitesse par en haut, responsable défensivement. Puis lui, il l'était là-dessus, par exemple. Il était vraiment pointilleux sur certains points défensifs. C'est ça, c'était Monsieur Latrappe, là, Jacques Lemaire, là, tu sais. Ouais, mais c'était pas si pire, tu sais, je veux dire, tout le monde la jouait pareil. C'est juste que lui, il a comme innové quand il était à Jersey, mais au Minnesota, là, on avait le droit d'aller offensivement, puis on bougeait le puck par en haut, puis on stretchait le match, puis on avait du pace, puis c'était pas plus défensif que les autres équipes avec qui j'ai joué. Vous aviez quand même aussi des armes offensives, le Gaborik. Oui. T'as quand même, tu sais, je veux dire, t'as passionné avec lui en pratique quand il partait, là. Ouais, c'était quelque chose, le match, je me rappelle pas, il avait marqué 5 buts contre les Rangers de New York. Ouais. Il était à son prime à l'époque, mais il était tout le temps blessé. Gaborik, il avait tout le temps mal aux aines, aux hanches, tout le temps. J'aurais aimé ça, voir ce gars-là jouer une saison complète sans blessure, voir ce qu'il était capable de faire, parce que en santé, quand j'ai joué avec, c'était un des meilleurs joueurs, les plus dynamiques de la Ligue. Il pouvait changer, à une présence, il pouvait changer la game à lui tout seul. Puis malheureusement, il n'a pas été capable de le faire sur une base régulière.
Il s'est ramassé après ça avec les Rangers. Puis là, il y a eu des saisons complètes là, où il y avait du 40 goals par année. Ouais. Puis après ça, il a gagné une coupe à LA. Il a quand même gagné, même peut-être, non, une, pas deux, une. Une à LA où il avait un rôle un petit peu plus effacé, mais... Ouais. Mais il était, je pense, il avait fini meilleur buteur en play-off quand même. T'sais. Mais tu sais, il y avait... C'était pas lui le go-to guy. Tu sais, il y avait d'autres bons joueurs, les Richards, les Carter, les Brown, les Kopitar. Tu sais, il a bien fité dans cette équipe-là. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en plus, je suis en train de lire, il y a un livre, en plus, toi, tu vas savoir c'est qui pour vrai, mais il y a un livre qui a été écrit par Tom Flynn, je pense, c'est ça? Puis je me mélange, mais l'assistant GM à Minnesota, qui était l'assistant GM du gars qui était... De Riceboro. Exactement. Puis lui, il raconte... C'était Tom Lynn, son nom. Tom Lynn, excuse, c'est ça. Oui, qui est rendu agent de joueur. Exact. Je pensais à Flynn, Brian Flynn, le joueur. Je me suis mis mon cerveau. C'est Tom Lynn, puis lui, c'est drôle, il est devenu agent de joueur, puis il avait essayé de me recruter plus tard. Puis lui, il avait un rôle de vraiment aigre. Là. Il était pas très, très aimé, lui, par les joueurs. Parce que c'était quoi son rôle, puis pourquoi il était... C'était les négociations de contrat, puis les comparatifs avec les joueurs, puis il faisait mal pareil s'il avait besoin de te faire mal pareil. Il raconte ça dans le livre, en fait, un peu, bon, tout comment tu établis une équipe d'expansion, les drafts, puis les contrats, puis le contrat de Mark Parrish, puis peu importe. Puis je me suis pas, en plus, je t'ai pas rendu à toi, peut-être qu'il parle de toi dans le livre, je suis pas rendu. Mais il parlait de Gaborik quand il est tombé agent libre. Oui. Puis il disait que l'année, sa dernière année de contrat à Gaborik, avant qu'il tombe agent libre sans restriction, il y avait la discussion avant le début de la saison, est-ce qu'on l'échange tout de suite, puis là on va chercher ce qu'on peut, ou on attend, on essaie de re-signer, ou on l'échange au deadline, tu sais. Puis lui, il disait que, ben là, c'est sûr que c'est peut-être qu'il dit ça parce qu'en rétrospective, il a l'air d'avoir raison, mais il dit, moi, je disais, on devrait l'échanger tout de suite, Puis je pense que Riseborough était comme, non, on va attendre, tu sais, on va voir. Il s'est blessé en commençant la saison. Puis il est revenu après le deadline en faisant genre un but par game. Puis là, c'est comme, évidemment. Puis il dit dans le livre qu'il y avait... Ça, c'était avant qu'ils mettent la limite de 8 ans de contrat. Là, à l'époque, fait que je pense qu'il offrait pour 10 ans, il offrait quelque chose comme 10 millions par année. Il était à presque 10 ans, 80 millions. Là. Puis il parle de tout ça, les discussions avec les agents. Puis l'agent, il est comme, non, mais on va avoir ça sur le marché. Là. Puis il est comme, dude, on vous donne 10 ans, 80 millions. Puis là, lui, ils ont tout fait une étude des autres équipes, une étude de marché, puis il dit, check-les les autres masses salariales, là, comme, dis-moi quelle équipe peut te donner 10 millions par année. Puis l'agent, il faisait juste dire, non, on va aller sur le marché, là, puis tout le monde veut Gaborik, qui fait, non, je sais que tout le monde le veut, mais dis-moi qui peut lui donner 10 millions par année. Puis finalement, il était allé... les Rangers, ils avaient donné beaucoup d'argent aussi. Il avait donné 5 ans, ouais. Fait qu'il avait été chercher, je sais pas moi, probablement 9.5, 8.5, mais sur 5 ans. Puis, mais après ça, il a re-signé d'autres contrats. Il a re-signé à LA un contrat qui est encore payé en ce moment, même si... ils l'ont racheté. En fait, ils l'ont envoyé à Ottawa. Puis quand il est arrivé à Ottawa, il s'est blessé, puis il est tombé sur la liste des blessures. Fait que là, les assurances. Fait que dans le fond, lui, il a eu la chance, en guillemets, de pas être racheté, mais juste d'être payé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est long-term injury. Exactement. Comme Weber ou comme peu importe. Fait que bref, mais il compte ça, mais j'avoue que je sais pas s'il va parler de la fois qu'il a signé Éric Bélanger dans le livre. Je pense que je suis pas mal loin dans sa liste. mais oui, mais tu sais, pour dire que Gaborik, c'est comme, c'est un gars extrêmement, c'était comme un second coming pour moi de Pavel Bourré. C'est vrai que c'était le gars c'était une superstar dans ce temps-là. T'étais avec le cowboy en chef aussi, Owen Nolan? Ouais, j'ai joué beaucoup de matchs avec lui. Lui, là, c'était une personne assez grumpy, là. Le matin, là, lui, là, il allait à la chasse. Au Minnesota, il allait à la chasse au canard, puis il partait à 4-5 heures le matin, il arrivait à la pratique, brûlé raide, parlez-moi pas. Mais moi, j'ai eu du super de belles relations avec. C'est drôle parce que j'ai joué avec Guillaume Latendresse là-bas, puis Guillaume, c'est pas son préféré, mais moi, j'ai eu une relation incroyable avec Cowboy. On a joué ensemble, c'était un charme de jouer avec. Vraiment un gars intelligent, il était bon ses face-off. Moi, j'ai eu une bonne expérience avec lui, mais c'est sûr que c'est pas le plus volubile au monde. C'est tellement drôle. Qui va à la chasse à 4 heures du matin avant une pratique? Lui, la chasse, la pêche, là, tu iras sur ton compte Instagram, là, c'est non-stop. Il est tout le temps à la chasse ou à la pêche. Lui, il tripait bien raide là-dessus. Sa passion. Puis c'était une grosse star dans ses grosses années à San Jose. Tu sais, il avait été... Oui, il était une grosse star. Puis, tu sais, moi, je l'ai regardé jouer pour les Nordiques de Québec. Fait que, tu sais,
de jouer avec un gars de même, c'est quand même une personne qui était grosse, une star là, pour les Nordiques, puis d'avoir joué avec, puis c'est Brent Burns qui commençait dans la Ligue nationale dans ce temps-là à s'établir comme un bon défenseur dans la Ligue, puis lui, c'est vraiment un weirdo, là. Lui, là, il a 50 serpents, puis des perroquets, puis t'avais vu le zoo qu'il y avait chez eux, là, là, à Saint-Nosé, il y a des zèbres sur sa terre. Non, c'est quelque chose. Lui, c'est vraiment spécial. Mais c'est un joueur avec qui je me suis tenu les 3 années que j'étais là, 2 années et demie. Là. C'est un de mes bons amis, Brent Burns. Il y a un ranch. Il y a un ranch, dans le fond, carrément, Brent Burns. Puis c'était une terre énorme. Puis je pense que son freezer avec sa viande qui fait pousser... je pense que c'est sa propre viande qui... En tout cas, il y a tout son système, là, tu sais, puis il est encore bon. Mais vraiment un personnage. Tu y parles-tu encore? Ça fait un bout que j'ai pas parlé, là, mais normalement, j'essaie de garder contact avec, mais comme je te disais tantôt, la vie va vite pour tout le monde. Oui. Surtout lui, en plus, il y a plusieurs enfants en plus en bas âge. Tu parlais tantôt, tu sais, on parlait le half-wall, là, de gérer un power play sur ses oreilles. Tu as parlé de Ossa, tu as parlé de Paul Fee, mais tu as joué avec Avlat. À Minnesota, est-ce qu'il rentrait dans ce type de joueur-là aussi, Avlat? Moi, je te dirais que lui, ça a été, c'était supposément un bon joueur. Il y a eu des bons flashs avec nous autres, mais moi, c'est un joueur qui a été une déception. Je pensais qu'il allait être meilleur. En dehors de la glace, c'était pas le meilleur coéquipier au monde non plus, là, à certaines occasions, mais c'est un bon joueur de hockey, mais je pense qu'il n'est jamais devenu le joueur qu'il aurait dû devenir. Il n'est pas dans la même catégorie que les autres. Puis il y avait aussi lui aussi les blessures l'ont accablé aussi là, beaucoup dans sa carrière. Puis il était lui aussi. Non, il était pas slovaque, c'est pas vrai, il était tchèque lui. Mais Guillaume Latendresse, qui est venu au podcast là, puis que je connais bien, on disait toujours à la blague que c'est à lui que Guillaume doit son indépendance financière parce que je pense il a été très bon ensemble, par exemple. Exact. Je pense qu'il est arrivé à mi-saison puis il a scoré 25 goals avec lui, le Guillaume. Fait, ça a été. Je pense que Guillaume, il disait, il avait un caractère à Vlad, puis il disait à Guillaume, hey, de-moi à rondelle, puis Guillaume, oh, excusez, de-moi à rondelle, m'a tardonné, puis oui, puis tu sais, Guillaume, c'était comme, il était bon pour Guillaume, mais comme je te disais, c'était pas le meilleur coéquipier au monde. Non, c'est ça. T'as été changé après ça à Washington, au deadline, parce que toi, t'es un prototype gars qu'on va chercher au deadline pour que la troisième roule à plein régime pendant les moments où ça compte. Les fameuses séries de 2010, t'es à Washington, surnommé le printemps à lac. Ovechkin, Green, tu l'as dit, tout ça, on s'en rappelle, le Canadien gagne en 7. Les Caps, c'était l'équipe avec les jeunes stars. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux printemps-là? Ben écoute, moi quand je suis arrivé là, j'étais arrivé en même temps que Scott Walker. J'avais joué avec Scott Walker avec les Hurricanes de la Caroline. Il y a Joe Corvo qui est arrivé là, le défenseur que j'avais joué avec à Los Angeles, qui était avec les Sénateurs avant ça, ou qui était allé après. En tout cas, je me rappelle pas exactement du parcours, mais la première semaine que je suis arrivé là, à un moment donné, je me suis assis avec Scott Walker dans la chambre. On a commencé à jaser, puis je dis, comment tu trouves ça ici? Ben, il dit, c'est un country club, hein? Ah, je me dis la même affaire. Il dit, moi, soit qu'on gagne la coupe ou qu'on perd en première ronde. Il dit, il n'y aura pas de juste milieu. Tu sais, quand je parlais de Bruce, à un moment donné, on faisait des drills de patins en fin du match, on appelle ça des backskates, là. Moi, j'appelle ça, tu sais, que des fois que t'as pas le choix après une journée ou deux de congé, il faut que tu sortes la marde. Fait que, pas Backstrom, mais Seaman et Ovechkin, eux autres, quand ils n'avaient assez, ils sortaient. Fait que, tu sais, nous autres, on était là comme vétérans, ça fait 10-12 ans qu'on est dans la ligue, puis on voit ça aller. Les plus jeunes, qui sont nos meilleurs joueurs, qui vont nous faire gagner la Coupe Stanley, sortent parce qu'ils sont tannés de patiner. C'est quoi le message que ça l'envoyait au reste de l'équipe? Fait que, tu sais, quand je dis que Bruce, il l'a manqué, mais ça, si tu laisses ça aller, c'est quoi toutes les autres choses? Tu sais, t'as pas d'accountability, comme on dit. Tu sais, faut que tu sois responsable de tes choses, puis il faut que tu te montres l'exemple. Puis moi, j'ai trouvé à partir de ce moment-là, le message que ça l'a envoyé n'a pas été bon. On a quand même mené 3-1 dans la série. L'autre chose que je pense qui a fait très, très mal, que Bruce n'est pas bon
avec, puis t'en parleras à José Théodore sur ton podcast à un moment donné. C'est pas son préféré à lui non plus. Non. José venait de gagner 30 matchs. C'était notre goaler. C'était un joueur apprécié dans la chambre. Après le match numéro 2, il l'a sorti, puis il a mis Varlamov, puis il a jamais remis Théo dans le net. Puis je pense que ça, à long terme, dans cette série-là, ça a fait mal. Varlamov a été correct, mais sans plus. Notre avantage numérique, t'es pas capable de marquer de but. Alak arrêtait tout sur son passage. Le momentum a shifté, puis on n'a jamais été capable de le reprendre. Puis Montréal a joué, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont shut down nos vedettes offensives. Je pense que c'est le match 6. Le match 6, on jouait à Montréal. Puis là, Bruce cherchait des solutions. Puis là, quand j'étais arrivé au Morning Skate, j'étais sur une ligne avec Ovechkin puis Keno Ball, je crois, ou Brooks-like. Puis là, je me disais, tu sais, ça devrait être Backstrom avec Ovechkin. Là. Ça devrait pas être moi. Fait que, tu sais, même moi, je me disais ça parce que Backstrom, on s'entend qu'il a été très, très bon pour Ovechkin. Là. Oui. Nicholas Backstrom est probablement un des joueurs les plus underrated de la Ligue nationale. Moi, je l'adore. C'est un bon kid, un joueur complet. Fait que, tu sais, c'est comme plein de petites choses qui sont passées où tu sais, faut que tu gagnes avec tes meilleurs joueurs. Fait que donne Backstrom à Ovechkin, puis tu gagnes ou tu perds avec eux autres. Fait que, tu sais, ça avait été plein de changements de ligne, changements de gardien, le momentum qu'on n'a pas regardé de reprendre, qui a fait que les Canadiens ont remporté. Moi, je pensais vraiment que c'était ma chance de gagner la coupe, là. Ah ouais, hein, toi, c'était comme ton année où tu te dis... Ouais. C'est drôle, c'est ironique parce que tantôt, t'as mentionné... C'était quelle année que t'as signé à... T'as signé à Edmonton en 2000? 2011. C'est ça, j'allais dire, c'était, tu dis que t'as hésité avec Chicago. Si t'allais à Chicago, il était peut-être, tu sais, évidemment, je te dis ça. C'est pas un reproche, mais c'est tellement facile à dire après coup, mais. Ben, tu sais, je veux dire, oui, c'est facile à dire, là. La décision était purement sécuritaire, parce que Chicago me donnait seulement 2 ans. Mm-hmm. Edmonton me donnait 3 ans. Puis, tu sais, monétairement, j'avais pas mal plus sur la table. Fait que, tu sais, puis là, Edmonton, il y avait quand même une équipe jeune. Puis, tu sais, moi, je venais de connaître ma meilleure saison en carrière en Arizona. Fait que je croyais avoir un rôle important là-bas. Tu sais, moi, j'étais prêt à faire moins d'argent à aller à Chicago parce que je savais on avait une chance de gagner la coupe à Chicago. Mais là, c'était 1 an de moins d'argent. Tu sais, il y a eu... Ben oui. S'il m'avait donné 1 an de plus au salaire qu'il m'offrait, c'est sûr que j'allais à Chicago. Mais quand tu as 5-10 minutes pour prendre une décision, c'est ça pareil. Là, parce que c'est ça qui arrive. Oh oui, c'est là, Edmonton, ils t'ont rajouté 1 an. Ouais, mais moi, je veux aller à Chicago. Fait que là, l'agent, il appelle Chicago. Donne-lui 1 an de plus, puis on signe en bas de la feuille. Ah non, on reste à 2 ans. Puis c'était Marc Bergevin qui était assistant de GM dans ce temps-là. Moi, Pat Brisson était mon agent. Fait que c'était lui qui négociait avec Marc. Et puis, là, il me rappelle, il dit, Chicago, bouge pas, ils sont à 2 ans. Edmonton sont à 3 ans. Là, on jase. C'est quoi tu me conseilles? Ben, tu sais, c'est quand même ta sécurité financière. Puis 1 an de plus à 32, 33 ans à l'époque, c'était important pour moi. Je voyais qu'Edmonton s'en allait dans la bonne direction. On s'est trompé en maudit là-dessus. Mais ça se fait vite. Fait que, tu sais... Fait que c'était rapide. Puis est-ce que Chicago était prêt à donner le même montant par année qu'Edmonton? Non, j'avais moins d'argent. Parce que j'avais quelques 100 000 de moins par année, pareil aussi, là. En plus. Fait que, si j'avais fait plusieurs millions de plus dans ma carrière, peut-être que j'aurais pris une décision différente, mais encore là, tu sais, t'as 2 millions de plus, pas par année, mais 1 an de plus, c'est difficile à... Ouais, parce qu'Edmonton, je pense que c'était 3 fois 1,75. Ben, c'est 1,250, c'est ça. Fait que c'était 1 750 000, puis à Chicago, je pense que j'avais un 4 sur la table pour un 4, un 6, une affaire comme ça. Fait que tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent que tu laisses sur la table. Ben oui, tu sais, de dire, tu sais, je veux dire, à n'importe qui que tu dis, il rajoute X millions, c'est comme, qui va dire, hey, tu sais, c'est comme, ben, tu sais, je veux dire. Là, tu sais, le monde dit, ben là, pas avec l'argent, mais moi, je pensais pas que ça irait mal à Edmonton. Tu sais, je venais d'avoir une bonne année. J'étais confiant que je pouvais aider cette équipe-là. J'étais confiant que je pouvais avoir 3 bonnes années puis signer là parce qu'il y avait des bons jeunes joueurs. Être un mentor, tu sais. Ouais. Quand tu prends tes décisions, t'es positif, t'es confiant en ce que tu peux amener. Tu sais, tu penses pas, je vais avoir
après 1 an et demi, je veux plus jouer à Edmonton, tu sais, je veux dire, sur le coup, t'es confiant que tu vas être bon là-bas, puis moi, je suis encore confiant que je pouvais être bon, mais ça n'a pas bien viré. Mais oui, d'ailleurs, Edmonton, c'est-à-dire, tu dis, je me suis trompé, pas mal tout le monde s'est trompé, là, sur Edmonton. Qu'est-ce qui s'est passé à Edmonton? C'était quoi l'ambiance? Pourquoi ça n'a jamais marché malgré 3-4 first overall qu'il y a eu de suite, je pense? Mais tu sais, moi, quand je suis arrivé là, il y avait Nugent Hopkins, Yakupov venait d'être repêché premier, t'avais Taylor Hall, t'avais Jordan Eberle, Jeff Petrie était là, il y avait Dubnyk dans le filet, il y avait Arkoff, Emski, Ryan Smith. Tu sais, on n'était pas mauvais, là. Non. C'est juste que ces jeunes-là se sont fait dérouler le tapis rouge trop de bonheur dans leur carrière. Tu sais, ils ont eu 3 ans, leur contrat initial quand t'es repêché. Puis après, ils ont eu des contrats de 6-7 ans à 6-7-8 millions par année à l'âge de 21-22 ans. Tu sais, c'est trop jeune pour mettre cette pression-là sur des jeunes joueurs comme ça. Puis je pense que quand je parlais d'accountability, je cherche le mot tout le temps en français, les responsabilités, la bonne façon de jouer pour un jeune joueur, ben ils l'ont pas eu eux autres. Tu sais, ils s'assoyaient pas souvent au bout du banc. Puis comme vétéran, quand tu vois ça, ben à un moment donné, c'est comme, voyons, tu peux pas gagner en jouant de cette façon-là. Quand tu fais 12 turnovers par période, à un moment donné, va t'asseoir au bout du banc, le grand, là. Ça, c'est jamais arrivé. C'était qui le coach? C'était Tom Renney. Ouais. Et puis, la deuxième année, ça a été Ralph Kruger. Moi, j'ai aimé beaucoup Ralph Kruger. Vraiment un bon communicateur. Il était avec les Sabres de Buffalo l'année passée, il y a 2 ans. Il arrivait du soccer européen. Fait que moi, j'ai vraiment adoré parler ce gars-là, mais je pense que vraiment, il y avait les mains liées par l'organisation en haut, ce que fallait faire jouer les jeunes joueurs. On les a donné beaucoup d'argent. C'est des nouvelles vedettes dans la ligue. C'est comme ça que ça va marcher. Parce qu'il était, lui, comme tous les gars, ils ont juste du bon à dire de Ralph Kruger, tu sais. Puis même chose, c'est lui qui a amené Taylor Hall à Buffalo, puis tout le monde l'aime bien. Mais à Buffalo, encore là, il est plus coach déjà, tu sais. Il était juste l'année passée. Je suis comme, mon Dieu, tout le monde a juste du bon à dire sur lui, mais on dirait que dans les faits, en même temps, le ownership à Buffalo est aussi un problème. Fait que, c'est ça. C'est croche là-bas. C'est ça, tu sais. Je me dis, si ce gars-là était dans une bonne organisation, est-ce on pourrait voir le potentiel de Ralph Kruger? Oui, je sais pas s'il va revenir un jour, mais moi, j'étais très surpris de ses insuccès. J'étais surpris qu'il perde son travail rapidement comme ça parce que c'était un coach qui était très aimé. Moi, même si j'ai pas eu les statistiques puis j'ai pas eu le rôle que j'aurais pensé avoir là-bas, j'ai adoré jouer pour lui. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Buffalo. Puis on parlait des jeunes, mais parle-moi de Nail Yakupov, parce que les autres sont encore dans la ligue. Yakupov, il avait eu une bonne première de la demi-année, là, mais je veux dire, ça a comme chiré. Puis, parce que bref, Brian Burke est sorti aussi dans les dernières années en disant, je sais pas si tu l'as vu passer, mais la pire entrevue de draft qu'il a fait de toute sa vie, c'était avec Nail Yakupov. Il dit son assistant, là, qui était le head scout, il dit il allait se battre avec, puis il a fallu qu'on le retienne, mais il dit non, c'était un kid de 18 ans. Mais en tout cas, il dit qu'il était l'entrevue, il dit c'est la pire entrevue de draft que j'ai faite de ma vie, il était trop arrogant, j'ai jamais vu ça, notre staff voulait se battre avec, tu sais, il est même pas dans ton équipe. Bref, parle-moi un peu de ce jeune russe. Et honnêtement, moi, je l'ai pas trouvé si pire. C'est sûr que je pense que c'est la 2-3e game de l'année quand il a marqué son premier but. On perdait contre les Kings de Los Angeles, puis j'étais sur la glace, je m'en rappelé, là. J'avais remporté la mise au jeu, puis on avait marqué le but pour égaliser ou on avait pris les devants. Non, on a égalisé. Puis là, il a marqué le but, il est parti dans l'avant du but des Kings. Je m'en souviens. Là, il est parti jusque dans notre zone, puis il s'est pitché à terre. Ses genoux. Là, c'était comme regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Puis moi, ça m'avait marqué, puis j'étais rentré dans la chambre, j'ai dit, refais jamais ça, on te frappe. Tu sais, tu peux pas faire ça. Oui, il est jeune, puis tout ça, mais t'as 1 prise, 2 prises, là, tu ne feras pas ça. Puis on avait été critiqué par rapport à ça, certains vétérans, mais regarde, moi, I stand by it encore aujourd'hui que t'as pas le droit de faire ça. C'est un jeu d'équipe. Tu peux montrer des émotions, peut être content de marquer un but, mais fais-toi avec tes coéquipiers et non tout seul au bout de la patinoire. Mais dans une game où vous perdiez en plus, c'est ça l'affaire? Ben, on perdait,
il restait pas beaucoup de temps dans le match. Il a marqué le but, puis il est parti à genoux, puis c'était comme regardez-moi. Avez-vous gagné cette game-là? Hein? C'est une game que vous avez gagnée ou perdue? Ouais, on a gagné finalement en overtime, je crois. OK. J'étais comme, imagine, tu perds 4-0, il fait un goal, t'es comme, tout. Ouais, non, c'est sûr qu'il y avait, tu sais, c'était un but important pour sa jeune carrière, puis je le comprends, mais c'est juste la façon qu'il le fait, tu sais. Ça démontre que si tu joues au hockey, tu joues pas au tennis, là, tu joues pas au golf, là. Tu peux être content de marquer un but, mais sois content avec tes coéquipiers. Comment il avait reçu ton message? Ouais, je pense qu'il l'avait pris, peu importe comment il l'a pris, là, mais écoute. Ça avait été ça. Ça fait partie de l'apprentissage. On a été un peu back and forth, mais juste pour closer avec Washington, t'as fini cette année-là. Puis ce qui t'a mené à Arizona, c'est que je sais pas si je me trompe, là, mais t'avais une entente verbale avec Washington, puis ça a mal viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'avais une entente d'un an avec George McPhee. J'avais même inscrit mes enfants à l'école. J'avais loué ma maison à Washington. Lui, il fallait qu'il fasse de la place sur le cap salarial. Il voulait faire un échange ou deux. Puis finalement, ça s'est pas fait. Fait que là, je me suis ramassé le bec à l'eau parce que moi, j'ai arrêté de magasiner des autres équipes. Ouais. Puis là, rendu au mois d'août, il échangeait pas ses gars. À un moment donné, j'ai pris le téléphone, puis c'est moi-même qui l'ai appelé. Puis on a eu un entretien assez fulgurant. Corsé. C'est pas quelqu'un que je vais inviter à souper, je peux te le dire. Et si toi, tu l'appelais pas, je veux dire, c'est quand qu'il te disait, là, hey, by the way... Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de détails dans cette histoire-là, mais finalement, je me suis ramassé que j'avais les Penguins de Pittsburgh qui m'ont rappelé Balisma, qui était le coach dans le temps. Il m'offrait un an, puis là, j'avais eu déjà Dave Tippett comme assistant coach à Los Angeles qui m'a appelé. Là, je me suis dit, bon, je vais signer un an là-bas, je vais avoir une bonne année, puis je vais retomber à agent libre, puis c'est ce qui est arrivé. J'ai eu une très bonne année, j'ai signé 3 ans à Edmonton. Fait que ça a bien viré pareil, mais je te dirais que ça n'a pas été une belle été, la situation avec Washington. Puis, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un joueur pour que... Non, parce que tu sais, je peux imaginer que ton agent l'appelle, mais que toi, tu l'appelles directement, le directeur général, ça arrive pas tous les jours, ça, là. Non, ça devrait pas arriver. Mais là, moi, j'en avais assez, là, tu sais... inscrire les enfants à l'école, louer une maison, là, c'est comme, je vais-tu le signer, mon contrat, là, tant que c'est pas signé, je veux bien avoir une entente verbale. Ouais. Mais ça valait pas de la chenoute, hein, parce que je l'ai pas signé l'entente, finalement. Tu penses-tu qu'il réalisait à quel point il t'avait mis dans, tu sais, à quel point c'était pas correct, Ouais, mais tu sais, après, tu sais, plusieurs années après, puis même cette année-là, parce que moi, j'avais loué une maison d'un ancien joueur, j'oublie son nom aujourd'hui, là, mais ça se parle dans le monde du hockey, puis je m'étais fait dire que c'était pas la première fois qu'il faisait une niaiserie comme ça. Ah, donc il y avait un historique. J'aurais peut-être aimé le savoir avant. Ouais, tu l'as appris après, ouais, c'est ça. Exact. Puis t'as ramassé à Phoenix, qui est aujourd'hui Arizona, mais tu sais, c'est comme un peu justement le marché le plus non orthodoxe qu'on se demande à chaque année, c'est la dernière année. Mais toi, c'est quoi ton souvenir excluant évidemment Dave Tippett que t'aimes beaucoup, mais l'Arizona, ce bout-là, c'est quoi ton souvenir de ça? Ah, j'ai adoré jouer là-bas. Tu sais, c'est sûr que un mardi soir, t'as pas 22 000 personnes en délire à l'Arena. Non. Certains soirs, il faut que tu trouves une motivation, mais c'était la qualité de vie là-bas est tellement incroyable. On avait un bon groupe de vétérans. À l'extérieur de la patinoire, c'était fantastique. La seule chose que nous, on était là, c'était la Ligue nationale qui était propriétaire de l'équipe. Eh oui. Et puis, la première ronde des séries éliminatoires, je m'en rappelle toute ma vie, je me rappelle pas c'était qui était supposé d'acheter l'équipe. Peut-être le gars de Blackberry, je me rappelle pas exactement de son nom, là, parce qu'il y a eu tellement de ouais, c'était le gars qui pas Jim Balsillie, je me trompe dessus. Ouais, je pense que c'est lui. En tout cas, il y en a un qui était en train d'acheter l'équipe. Puis là, c'est la première game des séries éliminatoires. Puis là, il est dans la chambre avec sa calotte, son gilet, ses enfants. Une demi-heure avant que la game commence, à se promener. Puis là, je me rappelle toujours Dave Tippett qui était comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis finalement, il a jamais acheté de club. il a jamais acheté de club. Là, il se promenait dans la chambre comme si le club était à lui. La première game des séries, c'est assez important. Là, lui, c'était comme, bah, c'est mon jouet. Puis il a jamais acheté de club. Mais ça, c'est-tu lui qui voulait l'acheter, mais la Ligue nationale l'a fait, ah non, il vend pas, parce que c'était trop un club. Finalement, ça a pas marché. J'ai pas les détails, là, mais ouais.
lui, il se promenait dans la chambre comme s'il avait acheté l'équipe. Finalement, il y a des détails qui n'ont pas passé, puis il n'a jamais été propriétaire des Coyotes de l'Arizona. Quand même bizarre qu'il y ait un bonhomme qui se promène dans ta chambre avant la game, là. Ben, je veux dire, si c'est vraiment toi qui as acheté l'équipe, tu peux faire ce que tu veux, là. Ouais, mais c'est même pas. Mais là, il l'avait pas acheté encore. Il l'a jamais acheté, d'ailleurs. Ouais, ça. Je pense, lui, il voulait la ramener au Canada aussi, puis En tout cas, c'était spécial comme situation. parce que, tu sais, il y en a qui trouvent ça très démotivant de jouer en Arizona, tu sais, puis qui se disent, OK, genre, il y a aucun... Toi, t'étais content de jouer là-bas, là. Ben, on avait une bonne équipe. Ouais. On avait fini... on avait joué Détroit dans les séries. On avait-tu fini avant ou après eux autres? En tout cas, mais on avait une bonne équipe. Donc, Ouais, c'était le fun. tu sais, tu demanderas à tous les gars qui ont joué là, c'est le fun en maudit jouer là-bas, là. Tu sais, Shane Doan aussi, qui est apparemment le ultimate bon gars. Tu sais, moi, je restais dans le même... On était... c'était des gated cumulés alentour de des golfs à Scottsdale. Ouais. On était 4-5 à rester dans la même communauté. Puis lui, il avait un ranch. Fait que, tu sais, des journées de congé, on s'en allait 3-4 gars, les familles, on allait rider des chevaux. Tu sais, c'était écœurant, là. La qualité de vie en Arizona, mentalement, ça fait vraiment du bien. Je te le dis, là, c'est à l'extérieur de la patinoire, quand tu es capable de décrocher d'une saison de hockey, ça peut faire une grosse différence sur tes performances. T'en as oublié l'argent que t'avais perdu avec le contrat de McPhee pour savoir comme bon, ben. Tout bien qui finit bien au terme de ma carrière après ça. Ah oui, tu as eu 40 points cette année-là quand même, puis tu as signé. Après ça, c'est ça qui t'a permis d'avoir ton bon contrat. Tu étais avec Keith Yandle également, je pense qu'il était là, qui est, selon la plupart de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers, un des gars les plus drôles qui ont croisé dans le monde du hockey. Keith Yandle, c'est vrai? Lui, c'était un bout d'entrain. Il y avait lui puis Bissonnette, qui... Paul! Paul Bissonnette? Biz qu'on l'appelait. Ouais, Biz Nasty. C'était un personnage, lui aussi. Les deux ensemble, c'était des bons chums. On n'avait pas de moment bien plate dans cette équipe-là, honnêtement. On avait Brice Galoff comme gardien de but. Il était assez spécial à ses heures aussi. Mais on avait une gang de gars extraordinaires. C'était vraiment une belle année. C'est quoi les anecdotes qui te viennent en tête quand tu penses à Bissonnette, à Yandle, à Brice? Ouais, Bissonnette, lui, il est comme il est là. Comme tu vois dans ses podcasts, comme à ESPN. Il est rarement sérieux, là. Ah ouais. Il en a fait une carrière qui est plus payante que ce qu'il a fait au hockey. Donc, ça donne exactement. Il a été capable de développer. Tu sais, je pense qu'il était avant-gardiste de tout ça. Les réseaux sociaux, ça commençait dans ce temps-là. Puis lui, il a vraiment eu une deuxième carrière à cause qu'il est allé dans cette lignée-là puis il a réussi à cause de ça. Ouais, complètement. Après ça, tu t'es ramassé le contrat de 3 ans à Edmonton. L'ironie, quand tu dis on t'offrait 2 ans, c'est qu'Edmonton a racheté ta 3e année. Comment t'apprends que ton contrat est racheté par les Oilers? Ben, c'était McTavish qui était rendu directeur général. Et puis, à la fin de la 2e saison, c'était les exit meetings. Tu sais, moi, c'était clair, je ne retournais pas là, peu importe, là. Toi, tu demandais d'être échangé. Moi, j'étais pas heureux, là. J'avais plus de fun à jouer au hockey. Fait que, tu sais, j'avais demandé un échange, mais là, tu sais, c'est 2 ans de merde que j'ai eu. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu deviens négatif. Puis, j'imagine qu'ils ont essayé de m'échanger. Puis, j'avais peut-être probablement pas une grosse valeur à ce temps-là, à l'âge que j'avais. Fait qu'ils ont racheté mon contrat. J'ai eu des invitations pour aller dans des camps, mais j'étais trop orgueilleux. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai. J'ai eu une offre intéressante en Russie. Puis, tu sais, je suis allé là pour faire un coup monétaire une dernière fois, puis c'était pas la bonne décision. J'étais rendu au bout du rouleau, là. Okay. Ouais, parce que dans le fond, KHL, 7 matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Oh, je n'avais assez. Comme j'avais des problèmes d'aine. Tu sais, mes 2 années à Edmonton, je m'étais déchiré l'aine 2-3 fois. Mon corps commençait à moins suivre aussi. Tu sais, ta tête, un joueur de hockey, sa tête, elle va toujours suivre, hein. Mais mon corps commençait à aller peut-être moins vite que ma tête. J'avais des problèmes d'aine, puis là, rendu en Russie, je prenais des anti-inflammatoires à tous les jours pour être capable de jouer. La culture, les entraîneurs en russe, c'est un autre monde aller là-bas. Là. Après avoir vécu 12-13 ans à la Ligue nationale, tu t'en vas en Russie, c'est un choc. Ça a été un choc culturel. Tout est différent. Je m'ennuyais de ma famille, de mes enfants, fait que je n'avais assez. J'ai décidé d'accrocher. La famille n'a pas suivi là, en Russie. Là. C'est ça, non. Il restait.
Quand tu disais que tu avais des offres, des try-outs, Ligue nationale, c'était qui s'intéressait? Ben, je les ai jamais entertainé. Mon agent a dit, tu sais, on va avoir des offres là, de try-out. Mais moi, je voulais même pas les entendre. Je lui ai dit, présente-moi les pas. C'est ça. À tête reposée, j'aurais peut-être dû l'essayer. Mm-hmm. Mais à l'époque, j'ai pris une décision différente. Est-ce que tu aurais pu te remettre de tes blessures puis continuer à jouer ou ton corps était fini? Là? Rendu à la Russie, j'étais rendu au bout du rouleau. Fallait que je me rende jusque-là. Je l'ai fait, puis j'étais plus la tête, le corps. J'étais rendu au bout du rouleau. Tu avais quel âge? J'avais 36. C'était comme, OK. 36, 37. Puis, comment, est-ce que quand tu es revenu de Russie, tu savais que tu avais joué ta dernière game pro? Ouais, moi, j'ai joué plus au hockey. C'était fini. Ah, c'était fini, là. Oh, oui, si j'étais pas, puis je me rappelle, mes années à Edmonton, j'avais rencontré Sylvain Guimond, qui travaillait à RDS, ouais. Qui est encore un de mes bons amis. Lui m'a aidé à passer à travers mes années à Edmonton. Puis on se parlait quasiment tous les jours en Russie parce que j'étais malheureux. Là. J'étais pas là pour les bonnes raisons. Puis à un moment donné, je me rappelle, on s'en allait sur un voyage de 7-8 jours, 10 jours. On faisait 9 heures d'avion, puis c'était 7 ou 8 heures de décalage. J'ai payé le téléphone, j'ai dit, Sylvain, il dit, je prendrai pas de décision pour toi, là, mais il dit, sac ton camp. Ouais. Ouais, je vais me rappeler de cette conversation-là toute ma vie, puis je suis parti, puis c'est comme, le poids, là, j'ai été léger, puis je savais que j'avais pris la bonne décision. Puis là, tu savais que, tu sais, en revenant ici, non plus, c'était pas la Ligue nationale, c'était comme moi, ma carrière de joueur est finie. Bon, c'était fini, oh, ouais, tu sais, j'aurais peut-être pu pouvoir aller en Suisse après la Russie ou peu importe, mais non, c'était fini. J'avais fait ce que j'avais à faire. Tu sais, quand tu as donné toute ta vie à ça, que c'est ta passion, tu sais, puis tout ça, comment ça s'est passé? On en parle souvent, c'est la fameuse transition. C'est un deuil à faire, puis il faut que tu réapprennes. OK, ben là, maintenant, ton identité, c'est 100% de je suis un joueur de hockey. Là, je ne joue plus au hockey. Comment ça s'est passé pour toi, la transition? Ben, tu sais, ça a été difficile. Tu sais, moi, j'ai passé à travers une séparation. J'habitais en Floride. Ça faisait 3 ans après ma retraite que on s'était établi en Floride. Séparation, on revient au Québec, garde partagée. Là, tu frappes un mur. Là, tu t'es comme, tu t'es fait dire quoi faire toute ta vie, t'as une stabilité, puis là, pouf, t'as plus rien du jour au lendemain. Fait que tu sais, ça n'a pas été facile. Il a fallu que j'en apprenne à me connaître. Je m'en vais où, je suis qui. Je suis plus le joueur de hockey, là, je suis rendu le père. J'ai été chanceux d'avoir quand même en Floride, j'avais parti d'une compagnie, on fait des maisons avec José Théodore puis un autre associé. On n'a pas fait ça longtemps parce que à cause de cette séparation, je suis revenu vivre au Canada, au Québec. J'ai été chanceux que j'ai pu travailler avec RDS, ce que j'ai adoré pendant 9 ans. J'ai essayé le coaching. J'ai tout de suite eu la piqûre, puis là, je suis rendu avec les Lions de Trois-Rivières dans la ECHL. Donc, c'est un parcours qui est quand même particulier, qui va rapidement, mais j'étais à la bonne place. Quand tu parles de t'arrêtes, est-ce que tu t'es séparé pendant que tu jouais ou après Après. OK, c'est ça, parce que j'avais lu que le taux de séparation des couples explose à la retraite parce que là, la réalité est, c'est une nouvelle réalité. Est-ce que tu vois l'explication de qu'est-ce qui fait que ça mène? Ouais. Ben, c'est 80% des joueurs en dedans de 5 ans, 3 ou 5 ans après la retraite qui se divorcent. 80%, c'est ça le chiffre? Ouais, c'est ça le chiffre. C'est peut-être rendu plus haut encore aujourd'hui, là, mais c'était ça à l'époque. Écoute, c'est juste que la vie devient différente pour le joueur, l'ex-joueur qui devient retraité, la femme qui est habituée de voir son chum partir, là, il est à la maison, il sait pas trop il s'en va où. C'était peut-être rendu à une place différente dans la vie, donc tu sais, je suis pas capable de dire exactement c'est quoi qui fait que le taux est si haut que ça, mais c'est un choc pour tout le monde, puis c'est difficile de passer à travers. Vous êtes revenu au Québec, donc la mère de tes enfants est québécoise, j'imagine? Exact. OK, donc tu fais revenir au Québec parce que j'ai vu que tu as coaché en Floride, en fait. C'est quand que tu as eu la première éclair d'idée de « Hey, ici, j'essayais de coacher ». Ben, quand je jouais, j'aimais ça analyser les entraîneurs, j'aimais ça analyser les systèmes de jeu. Je faisais du vidéo comme joueur de centre. Tu sais, j'aimais ça, les détails de la game.
moi, je savais que je voulais l'essayer après ma retraite. Je savais pas comment que ça allait se passer ou comment, avec qui. Puis quand j'ai pris ma retraite en Floride, je me suis impliqué avec les Junior Panthers. J'avais rencontré Del Talon, puis là, du monde de hockey, c'est un petit cercle. Fait que j'avais été entraîneur du Bantam 2A, puis là, j'avais pogné la piqûre immédiatement. Séparation oblige, je suis revenu au Québec. Puis là, j'ai commencé Bantam 3 avec le séminaire Saint-François, 2 ans de Jet Espoir. Après ça, 2 ans avec les Chevaliers de Lévis dans le Midget 3. Puis là, je suis rendu avec les Lions. Fait que, tu sais, je le savais que je voulais l'essayer. C'est pas parce que tu as été joueur que tu es automatiquement un bon entraîneur. Mais j'ai eu la piqûre. Je suis encore aussi passionné que comme quand j'étais joueur. Puis, tu sais, j'essaie de redonner ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu comme joueur, peut-être. Qu'est-ce que tu n'as pas eu comme joueur que tu aurais aimé avoir? Ben, tu sais, je veux dire, la communication était pas là à mes débuts, là, tu sais. Est-ce que tu pourrais en avoir plus, c'est sûr, mais la proximité d'un entraîneur, tu sais, moi, j'essaie d'être quand même assez proche des joueurs, mais sans l'être trop. Tu sais, il y a la ligne qu'il faut que tu respectes. Mais je sais que je suis passionné de ça, puis j'adore ce que je fais. C'est quoi tu penses, selon toi, tes forces comme coach? Je pense que j'essaie d'être le plus fair possible. Tu sais, il y a des fois, peut-être, que ce soit des joueurs que tu mets dans les estrades. Tu sais, c'est la job la plus plate là, pour un coach d'être obligé de scratcher des joueurs. Mais il y a des fois cette année que j'en ai mis dans les estrades des joueurs importants dans notre équipe pour lancer des messages. Je pense que c'est d'essayer de faire avec tout le monde puis d'avoir une bonne communication puis d'avoir le pouls de la chambre. Je pense que c'est ça ma qualité là, de communicateur. Mm-hmm. Tu parlais aussi tantôt des trucs que tu aimerais améliorer comme coach. Tu as parlé du contrôle d'émotion. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu dis à ça, j'aimerais ça m'améliorer dans cette phase? Ben, c'est sûr que la technologie, c'est exponentiel. Exponentiel en ce moment. Là, tu peux faire... là, on a les stats avancées, le vidéo. Tu savais ce qu'on peut faire avec le vidéo. Ouais. Ça, faut que je m'améliore là-dessus. Ça, je pense que tu peux jamais apprendre tout là-dedans. Là. C'est à tous les jours, toutes les années, il faut que tu deviennes meilleur. Et ça, je te dirais, la technologie, c'est probablement la chose qu'il faut que je m'améliore le plus. Comme coach, tu sais, les joueurs, souvent, ils vieillissent et ils disent ils ont des modèles de joueurs. Ah, moi, je suis ce style de joueur-là. Toi, c'est qui ton idole ou ton modèle comme coach? Oh, comme coach? Ben, moi j'ai parlé de Bob, j'ai parlé de... Moi, je te dirais que j'ai pris un peu de tous les coachs que j'ai pu avoir, les bons points puis les mauvais points que j'essaie de pas amener. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Andy Murray, qui a été mon entraîneur avec les Kings mes 5-6 premières années, lui, c'était sa structure. Lui, là, c'est au quart de tour. Là. Tu sais, à sa route, il y avait une feuille avec les lignes puis les plans de match. Il mettait ça le matin, il passait dans toutes les chambres puis il mettait ça en dessous de la porte. Lui, c'est comme l'extrême des structures. Le drill, là, il était 6 minutes, il durait pas 7 minutes. Fait que j'ai appris de structurer une équipe de hockey par lui, mais lui, c'était exagéré. Après ça, j'ai eu Peter Laviolette. Après ça, j'ai eu, mettons, Jacques Lemaire, les Excedos, les systèmes de jeu. Après ça, j'ai eu Bob Hartley, les relations interpersonnelles. Dave Tippett, les relations interpersonnelles. Bruce Boudreau, les choses qu'il a faites que j'essaie de pas faire. Fait que, tu sais, je me suis modelé des points positifs et négatifs de tous les entraîneurs que j'ai eus pour faire un mix avec ma personnalité puis le genre d'équipe que je vais avoir puis le genre de culture que j'aime avoir. C'est cool parce que justement, tu sais, souvent les gars peuvent bénéficier des fois de par leur nom. C'est-à-dire, bon, Éric Bélanger, il y a combien de centaines de games NHL, ben donnez-y une équipe, tu sais. Mais quand j'ai réalisé que tu avais vraiment monté les échelons, tu sais, quand même un respect, je pense, du coaching. Tu sais, je repense des fois à des affaires que ça fait pas longtemps, puis je fais, hey, c'est même plus pensable, tu sais. À Montréal, il y a beaucoup de gens qui ont été jetés dans la gueule du loup, tu sais, qui avaient jamais coaché de leur vie. Aujourd'hui, je pense que ça peut plus arriver, là. Mais des Mario Tremblay, tu fais, hey, il avait jamais coaché Pee-Wee, là. Tu sais, il avait pas coaché une game de sa vie, puis t'es en Ligue nationale, tu sais, je fais, hey, mon Dieu, mais tu sais, c'est pas fair, tu sais. De te voir que t'as coaché en Floride, 16 under, Bantam 3A, Midget Espoir, Midget 3, tu sais, à coup de 2 ans par équipe, quand même. Puis là, finalement, il se coach. Je fais, OK, toi, t'as vraiment, pas juste mangé tes croûtes, mais t'as vraiment appris. C'est quoi les premières affaires que t'as appris dans les ligues mineures? Ne serait-ce que coacher des enfants, tu sais, on n'est pas rendu dans l'exécution pro, mais
les affaires que tu apprends en commençant juste en étant derrière un banc? Ben, c'est bon, là. J'ai appris à tous les niveaux que j'ai coachés qui m'aident encore aujourd'hui, même si je suis rendu professionnel. Les jeunes de Bantam, c'est les mêmes relations que tu vas avoir avec les jeunes. C'est différent. C'est sûr que je rencontrerai pas un jeune de 12, 13, 14, 15 ans tout seul avec tout ce qui se passe à cette heure. J'avais tout le temps un assistant avec moi. Mais c'est gérer des humains. C'est gérer 20, 15, 20 personnalités différentes, 20 ambitions différentes, 20 buts différentes dans la vie. Puis, tu sais, moi, à ces âges-là, ce que j'essaie de développer, oui, des joueurs de hockey, mais des bons humains, tu sais, des gars là-dedans qui vont devenir, je sais pas moi, docteur, physiothérapeute, peu importe, avocat, prof. Si je peux avoir aidé à bâtir un caractère puis une discipline de vie, ben ça leur a été ça. Puis ça change pas aujourd'hui. Tu sais, moi, j'essaie d'aider des joueurs à devenir meilleurs, à monter dans la ligne américaine, éventuellement dans la ligue nationale. C'est avec la rigueur. Tu sais, moi, c'est la rigueur, le travail. Quand tu travailles dans la vie, tu as une bonne attitude, tu vas réussir dans n'importe quoi. Complètement. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile avec... on parle, c'est quand même drôle à dire, mais tu coaches des gens nés dans les années 2000. C'est ça qui c'est drôle, mais c'est ça pareil. C'est des gens... Des gens, des gars dans ton cas, qui sont tous nés dans les années 2000, tu sais, quand tu étais déjà en train de jouer pro, là, tu sais, si ça se trouve. Cette génération-là, qu'est-ce que tu trouves de plus tricky? Puis probablement que tu le vis avec tes enfants, mais au niveau des communications, au niveau... c'est quoi la différence avec ce que tu as connu? Ben, tu sais, à cette heure, c'est les téléphones, les réseaux sociaux, c'est quand je me compare à tout le monde. La vie d'un est plus belle que la mienne. Puis pourquoi moi, je suis rendu dans les CHL, je suis pas dans la ligne américaine. Tu sais, c'est de gérer les déceptions. Mais c'est aussi d'essayer de les aider à travers ça, à gérer une déception du côté positif, parce que tu as deux choix, tu te retrousses les manches, puis tu travailles fort pour retourner, ou tu fais la baboune. Je pense que le choix numéro 1 est toujours le meilleur. Mais c'est pas tant différent. C'est comme je te disais plus tôt dans l'entrevue, ils veulent tout savoir. Faut que tu leur expliques les décisions. Ouais. Des fois, ça devient lourd, là. Mais ils ont toutes des aspirations de retourner. Je pense que la résilience, des fois, est peut-être plus facile à lâcher. Ouais. Je pense que des fois, il y a peut-être un peu moins de résilience que dans notre temps. Donc, mais les gars, ils veulent réussir, puis ils veulent monter dans un autre calibre, puis ils veulent gagner leur vie. Puis moi, souvent, ce que je dis, tu sais, on en a vécu beaucoup cette année, où il y a des gars qui sont venus de la Ligue nord-américaine, où eux, ils ont habituellement un travail. Ouais. En dehors de jouer des matchs dans la Ligue nord-américaine. Puis là, ils se rendent compte que, Colin, finalement, c'est pas mal plus fun de jouer au hockey puis gagner sa vie à jouer au hockey que de travailler, tu sais. Ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup. Fait que c'est de faire réaliser ça aux gars, des fois, qui s'apitoient sur leur sort un peu trop. Ouais. La CHL, anciennement connue sous le nom de la East Coast, il y avait c'est sûr que tu l'as déjà entendu, c'est pas moi qui t'apprends ça, c'est impossible, mais on disait toujours ECHL, Easy Come, Hard Leave. Tu sais, que c'était la ligue ou qui était des fois le début de la fin pour certains, la ligue où les rêves vont pour mourir. Ce qui est comme dark, là, de la manière que je dis, c'est là que je travaille. Là, c'est pas ça que c'est sûr que c'est pas. Toi, tu le vois d'un autre côté, là, c'est quand même ton travail, mais c'est une ligue où, comme tu dis, Ligue nationale, t'es à un cas là, t'es mentalement pour les joueurs, t'es à une blessure, là, je remonte ça. East Coast, ouf, là, des fois, ça devient plus difficile mentalement, puis des joueurs à qui j'ai parlé, tu vois eux, ce qu'ils me disaient, c'est que dans l'éthique de travail, des fois, tu peux voir des fois une drop, là, puis dans le sérieux, c'est qui les gars qui vont monter. C'est tous les Alex Belzile de ce monde que j'ai reçu, il y avait cette éthique-là, puis cette rigueur-là qui fait qu'ils ont monté, tu sais. Mais comment tu trouves ça, cette ligue-là? Est-ce que tu le sens, l'espèce de OK, là, les gens s'éloignent de la Ligue nationale, puis il y a beaucoup de gens que c'est le dernier niveau pro qui vont jouer avant de quitter le monde du hockey. C'est parce qu'on dit que statistiquement parlant, les gars qui jouent dans East Coast qui vont jouer NHL, il y en a pas beaucoup. Quand il y en a un, on en parle pendant 100 ans. Burroughs, Jonathan Quick. Ça fait trop longtemps que je parle, mais tu vois ce que je veux dire? Ben, il y en a eu beaucoup, là. Je pense que c'est quasiment proche de 700 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont passé par le CHL. C'est dur, on l'a vécu cette année avec Cameron Ellis. Ben oui. C'est peut-être des circonstances vraiment c'est des circonstances exceptionnelles, mais il a quand même joué un match dans la Ligue nationale. Ouais. Il est allé à Laval, il était avec nous autres, là, il est remonté. Lui, là, pense qu'il trouvait pas ça tough.
Il a joué un match, il est mis dans les estrades un match ou deux. Il a eu vraiment, il l'a eu à la dure. Il a bien réagi, il a travaillé fort, là, il est retourné. Mais, ça peut être difficile. Quand je parle de résilience, des fois, tu fais, Colin, je vais-tu vraiment me rendre à la Ligue nationale? Mais, il y a des gars là-dedans qui peuvent avoir des bonnes saisons. Puis là, si on a une bonne équipe, puis on fait les séries, puis on gagne, ben, ils vont peut-être avoir l'opportunité d'aller dans la Ligue américaine l'année prochaine ou aller en Europe puis faire 7, 8, 10 ans en Europe. Il y a des places que c'est payant. Tu as une belle qualité de vie. Fait que, faut pas que les gars aient la mentalité que c'est fini. Puis je pense qu'en ayant beaucoup de Québécois ici, nous autres, ça crée un sentiment fort d'appartenance. Puis je peux pas dire, honnêtement, là, je regarde les autres pratiques des autres équipes des fois, puis Marc-André Bergeron va faire la même affaire. Là, il regarde les autres clubs, puis on est vraiment une équipe qui est structurée. On a des bonnes pratiques. Les gars, ils travaillent. J'en ai vu des pratiques cette année, je me suis dit, tabarouette, moi, si j'étais coach de ce club-là, je pèterais ma coche. Fait que, je peux pas dire qu'on travaille pas puis qu'on n'est pas structuré. Donc, déjà là, en partant, je pense que les gars, ils ont la tête à la bonne place, ils veulent réussir, mais c'est pas tout le temps facile. Mm-hmm. Et tu l'as dit, vous avez créé quelque chose d'assez unique à Trois-Rivières en allant une identité, justement, en cherchant beaucoup de Québécois. Tu dis des gars qui arrivent du semi-pro, qui seraient peut-être pas arrivés dans un autre contexte. C'est quoi votre pourcentage de Québécois dans l'équipe en ce moment? 100%. 100%? Oui. 100% des joueurs sont Québécois? Oui, ben à part Cameron Ellis quand il est ici, mais aujourd'hui, je fais de ma pratique en français. Carrément, Cam Ellis, il est peut-être ontarien ou canadien, je pense. Oui, je sais pas exactement d'où il vient Cam, là, mais c'est le seul anglophone depuis je sais pas combien de temps. Là. Fait en ce moment, tu fais des pratiques en français dans East Coast, c'est pas vrai, là, c'est la ECHL à cette heure, mais fait OK, là, c'est vraiment, moi je pensais que c'était genre un 80, mais là c'est la totale. La totale, puis tu sais, même moi, j'aime mieux coacher en anglais, ça sort plus facilement, mais aujourd'hui c'était 100% français. Fait que là c'est comme, bon, je peux pas parler anglais, c'est juste stupide, mais en même temps, j'ai de la misère de le dire en français. Ouais, c'est ça. C'est comme les termes hockey, ça vient plus facilement en anglais. Donc, mais oui, c'est vraiment exceptionnel. Là. Les gars, ils s'en rendent compte. Je reste dans le quartier où les joueurs sont parce que j'avais rien trouvé. Fait que, tu sais, on les loge tous dans le même quartier. Mm-hmm. Fait que, il y a une belle camaraderie entre les gars, honnêtement. Fait que Cam, il sait que c'est pour lui que tu parles anglais quand la pratique est en anglais. Oui, exactement. Mais là, lui, il est chanceux. Il est en train d'apprendre le français sans le savoir. Fait que, ça va être bon pour son coffre à outils. Mais oui, mais surtout s'il monte à Montréal éventuellement. Comment ça se passe? C'est quand même tout nouveau, là, la SHS, ça vient d'arriver. Comment ça se passe à Trois-Rivières? C'est un marché qui a déjà eu du junior majeur, mais la réception de la ville, est-ce qu'il y a du monde au game? Comment vous percevez la réception des gens de Trois-Rivières d'une équipe pro? Ça a été écœurante, honnêtement, depuis la journée numéro 1, là, lorsque moi j'ai été nommé, l'engouement dans la ville, la nouvelle arena. On est bien installé, notre vestiaire, c'est vraiment sa coche. L'ambiance à l'arena, le Jumbotron, les ronds de lumière, de tous les endroits qu'on a joué cette année, c'est définitivement la place où il y a le plus de fébrilité, d'ambiance, le plus de partisans. L'arena, oui, c'est pas une grosse arena, mais on a eu des 4005, 3008, on a vraiment des bonnes foules. Puis les gars aiment ça jouer à la maison, même si notre fiche est pas bonne à la maison, je sais pas pourquoi. J'aimerais savoir la réponse, mais là, on n'a pas de partisans. Les 3 derniers matchs, on n'en avait pas, mais avant ça, il y a vraiment un engouement, puis on a le support de la ville. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu penses que vous allez faire les séries cette année? C'est quelque chose qui... Oui, oui. notre but est de finir premier dans la division. Là, on est 2e en ce moment. Yes. Il nous reste... là, je suis tellement mêlé avec les matchs reportés, cancellés, mais il nous reste au-dessus de 35 matchs, je crois. Mm-hmm. Fait que oui, j'ai confiance que si tout le monde est en santé et on a du renfort de Laval, qu'on devrait être en bonne posture. En parlant de King Yandel, ils viennent de me texter. Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça, je regarde. Je l'ai félicité pour son... oui, son record. J'ai félicité on your achievement. Il dit thank you, Billy. Sorry, I'm just getting back to you, brother. I'm just getting caught up with all my texts. Fait que lui regarde, c'est des relations de même qu'on se crée, puis lui, il prend le temps de me retexter.
toujours le fun. Il a battu le record du plus de matchs consécutifs de Doug Jarvis. Hey, ça devait dater de je sais pas quelle année. Ouais. Puis il est encore en train d'augmenter la marque, là. Pas blessé, pas LT scratch, c'est quelque chose, là. C'est vraiment un bel exploit. Ça prend pas mal de miracles. Avant de te laisser aller, je te laisse aller, Éric, mais ton objectif comme coach, c'est quoi tu veux faire? Je te parle évidemment, aucune limite, ton rêve ultime comme coach, c'est quoi? Ben, ça serait de remporter une Coupe Stanley dans la Ligue nationale. Là, comme entraîneur, j'ai pas réussi à le faire comme joueur. Pourquoi pas comme coach? Ben, c'est pas trop tard. Tu en es à tes balbutiements, là. Tu commences, tu es un jeune homme. T'es dans l'an. J'ai 44 ans, donc je suis encore jeune. Je me donne quelques années pour jouer et tout, mais oui, la motivation est là de vouloir retourner dans la Ligue nationale. T'es dans l'enfance de ta carrière de joueur. T'es dans les débuts. Puis j'imagine que vous êtes conscient, je sais pas si vous en parlez ouvertement, les coachs québécois, mais vous êtes conscient de l'ouverture à Montréal, du fait que ça prend un coach francophone. J'imagine que vous êtes très conscient de cette... Ben oui, c'est sûr, tu sais. Puis moi, je regarde Laval aller, puis nous, on a des relations avec le monde du Canadien. Là, où là, il va y avoir beaucoup de mouvements. On a changé la direction à Montréal. Mais tu sais, je veux dire, on voit ce qui se passe. Là. Je suis pas en dessous d'une roche. J'étais dans les médias 9 ans de temps. Je sais c'est quoi la pression de coach à Montréal aussi, là. Ouais. En étant québécois. On voit la saison qu'ils ont cette année, c'est pas facile pour l'organiser les joueurs. Le Dominique, c'est pas facile parce que il y a eu tellement de blessures, puis de COVID, puis de ci, puis de ça. Fait, tu sais, je sympathise avec eux autres. Là. Je sais comment c'est difficile. Là. Moi, on a perdu 3 games dernièrement, puis je suis marabout. Là. Fait que je sympathise avec Dominique. Là. Moi, j'haïs tellement ça perdre. Là. Puis ça, c'est une autre affaire qu'il faut que j'améliore, que quand j'arrive à la maison, il faudrait que je laisse ça à l'arena plus souvent, parce que si je fais à baboune pendant 2 jours quand je perds. Imagine qu'il faut que tu aies expliqué aux médias après chaque défaite. Ça, c'est très, 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 très difficile. Tu sais, Dominique, là, les gens, des fois, ils critiquent, mais c'est pas facile. À tous les jours, être devant le micro puis répondre aux mêmes questions. Puis lui, il y a des affaires qu'il peut pas dire, là. Il peut pas dire, hey, mon club est pas bon, là. Ah ouais. Faut qu'il trouve des solutions. Fait que, tu sais, c'est pas la partie de la job la plus facile de répondre aux médias tous les jours. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu vas travailler comme skill au fil des prochaines années. Tu vas être rendu bon par le temps que tu arrives. C'est parce que l'affaire qui m'a aidé de travailler dans les médias, ça risque de m'aider plus tard si j'en ai besoin. Je sais ce que les journalistes recherchent, puis je sais qu'est-ce que le coach veut pas dire et peut dire. Tu sais. Donc, c'est naviguer à travers de ça en gardant ta personnalité, en démontrant de l'émotion, en démontrant tu sais, il y a plein de choses qu'il faut que tu sois capable de naviguer là-dedans qui est pas facile. Ils veulent une quote, ils veulent un extrait de Juicy, c'est ça qu'ils veulent. Exact. C'est sûr que je risquerais d'en donner quelques-unes, ça c'est sûr. Trop, peut-être, tu sembles dire. Tes enfants, ils sont rendus à quel âge, là? 18 et 16. Ah, OK, fait par le temps... 2 filles. 2 filles, en plus. En plus, je sais pas dans quel je voulais dire, juste dans le sens que au moins, t'es pas... pas dans les couches. Non, mais j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont rendus plus vieux, ils font leurs affaires, puis autonomes. Ce que j'allais dire, c'est que dans quelques années, par le temps que tu montes, ils vont être rendus en dehors de la maison, si ça se trouve. Fait que Dieu sait que pour être coach, il y a bien des déménagements, il y a bien des... J'en ai fait, j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison. Moi, je faisais plusieurs années, j'étais au Lac-Beauport. Mm-hmm. Là, le marché était bon, donc j'ai vendu ma maison. J'ai déménagé à Trois-Rivières dans un jumelé, loué un jumelé. Mais j'ai déménagé du jumelé dans le quartier où les joueurs restent. Fait que j'ai déménagé le 15 janvier, j'ai redéménagé le 25 janvier 2 fois. Mm-hmm. Colin. Tes filles sont... On s'habitue pas à ça. Mes filles sont à Québec. C'est ça, mais elles sont pas dans le hockey, tes filles, là. Non, j'en ai une qui est au cégep et l'autre est en secondaire 4 à Saint-Pat, c'est une école anglaise. Elle a fait du rugby. OK. Fait que t'as jamais eu à coacher tes filles. Non. C'est un autre game. Non. Génial. Éric, écoute, merci tellement. On est passé du coq à truie à l'âne en revenant par le poney, mais tout ça sur presque 2 heures de podcast. Eh oui, c'est super. Je te remercie de ton temps. C'est franchement apprécié. En plus que tu arrives de ta pratique. Tu avais déjà ta journée dans le corps. Merci énormément, Éric. Je te souhaite sincèrement la meilleure des chances. Puis j'ai hâte de te voir grimper les échelons du hockey. Au plaisir. Merci, Éric. Lâche pas. Bye bye. Merci, bye bye. Éric Bélanger, merci de son temps généreux à 2 heures sans jamais regarder sa montre. Le lien avec Pierre-Luc Pomerleau, on l'a pas vu venir. Twist dès le début.
Je vous rappelle, je suis en spectacle 1er avril 2022 à la salle Funfest à Longueuil, davidbocage.com. On s'y voit en personne. Sinon, passez une superbe semaine. OK, 30 images secondes, c'est parti! Wouh!